tiens à vous remercier avant de commencer, que ce soit Maltem Africa représenté en vous, CEO Monsieur Olivier. Je tiens à remercier les chers intervenants d'avoir eu l'aimable plaisir d'animer cette conférence. C'est Monsieur Badreddine Zinoum, le CTO, Madame Jlihan, Belmahi, le Scrum Master, et Monsieur Haytham Hib. Excusez-moi si je prononce mal vos noms de famille, c'est le lead DevOps. Et je remercie déjà les juniors entrepreneurs aussi qui ont répondu présent à cette conférence. Et voilà, c'est à vous la parole, Monsieur Olivier et chers internautes. Très bien. Merci Zineb pour l'introduction. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous de pouvoir partager des éléments du terrain, des éléments concrets, théoriques et pratiques sur ce que est la transformation digitale. Et la bonne idée de la CGM, c'était d'avoir pensé à une conférence d'inauguration avant d'entamer ensemble le cycle de formation qui va se dérouler sur les semaines et mois qui viennent. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, dans le cadre de ce webinaire, vous avez bien sûr la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous avez pour ça la fenêtre de chat qui est dédiée à cet effet. Donc, n'hésitez pas, on pourra répondre aux questions à la fin de la présentation. Mais n'hésitez pas à écrire vos questions quand elles vous viennent à l'esprit. Comme ça, on est sûr de pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Donc, je vais maintenant partager l'écran pour lancer le support qui nous permettra de suivre le fil. Et on va y aller gentiment pour parler donc tous ensemble de ce qu'est la transformation digitale de manière très concrète dans les entreprises, donc, puisque c'est elles qui mènent ça. On s'attachera surtout à évoquer les aspects philosophiques qui vont avec, les méthodes et les outils qui en découlent. Donc, grosso modo, les différents points qu'on va aborder, vous les avez sous les yeux. Donc, on parlera d'abord de ce qu'est la transformation digitale, sur quelles sont les clés de succès. Ensuite, on parlera forcément de ces clés de succès et de ces différentes disciplines. Et ensuite, on clôturera la séance par une session de questions et réponses. Alors, déjà, pour lancer la thématique, Badr avait des choses à partager sur cette époque toute digitale. Donc, Badr, à toi la parole. Ton micro, il est coupé. Le micro. Oui, c'est bon. Ouais, l'erreur de débutant. Allez, je disais, merci tout le monde d'être là. Et en effet, le slide suivant, Olivier, s'il te plaît. Et en effet, aujourd'hui, à l'ère du digital, on se rend compte que le monde évolue, le monde change. Et je voudrais revenir sur ce slide-là qui démontre un peu comment une dizaine de boîtes qui n'existaient pas il y a à peine quelques années sont aujourd'hui là à la tête du monde, en faisant les meilleurs chiffres et en étant à la pointe de la technologie. Ces boîtes-là, vous les connaissez tous, hein. Je pense pas que c'est quelque chose de nouveau. C'est les fameux GAFAM pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 ans, en 2010, si on devait revenir dans le temps et voir quelles sont les boîtes qui étaient le mieux positionnées en termes de chiffre d'affaires, on se rend compte que seuls Google et Microsoft faisaient partie de cet ordre-là. Et que le fameux Walmart qui était premier il y a 10 ans, Walmart pour ceux qui connaissent pas, c'est un supermarché aux US. Et que Walmart était premier, aujourd'hui il se retrouve un peu septième. Il s'accroche tant bien que mal, tout simplement parce qu'il a mal saisi le virage du digital. Et donc aujourd'hui, on peut voir rapidement qu'Amazon, avec ses 220 millions de billion dollars en termes de chiffre d'affaires, dépasse de loin un peu le second qui vient juste après, qui est Google. Next. Sur ce quoi je voulais zoomer principalement à travers cette idée émergente de changer, de prendre le virage du digital à travers un exemple assez connu qui est Nike. Je pense que tout le monde a des chaussures Nike. Et ce qu'il faut savoir, que Nike, à ses débuts, c'était une boîte qui fait des chaussures. C'est toujours le cas aujourd'hui, c'est son cœur métier. Mais Nike a su s'adapter. Elle a su changer, elle a su pivoter et elle a su apporter cette nouvelle expérience aux gens qui portaient que des chaussures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2006, Nike avait fait
ce qu'on appelle aujourd'hui un objet connecté, mais dans le temps, ce n'était pas le nom qu'on donnait. C'était un gadget numérique qui se mettait dans une chaussure et qui permettait dans le temps de te dire combien de distance tu as parcouru avec tes chaussures. C'était déjà un peu l'ère du digital, déjà un peu le monde connecté, et que Nike, dans cette lignée précurseuse comme elle était, avait déjà vu la chose venir. En 2012, elle décide de faire un bracelet connecté, qui, ce dernier, était un peu en connexion avec le premier objet connecté qu'elle avait fait. Et puis, ce bracelet avait la particularité qu'il se connectait aux terminaux Apple de manière générale. Et dans le temps, c'était les iPods. C'était les iPods principalement. Donc, du coup, Apple, dans sa transformation digitale, décide en 2014 de… finalement, elle se dit, faire des objets connectés, ce n'est pas ce que je sais faire de mieux. Moi, ce que je sais faire, c'est des chaussures, c'est des espaces confortables pour courir, pour sauter, etc. Donc, finalement, elle s'associe avec Apple et abandonne le fameux bracelet connecté et décide de ne faire que du software strictement lié au smartwatch aujourd'hui et à l'application Nike Run, pour ceux qui connaissent, qui est aujourd'hui disponible sur iPhone et sur Android. Si Nike a pu faire cette transformation en quand même 14 ans, c'est qu'elle a su prendre le virage, elle a su changer, elle a su choisir les bons partenaires. Elle a aussi su dire à un moment donné que ce n'était pas mon métier de faire des objets connectés et que je vais m'adosser à quelqu'un qui sait le faire. Et puis, elle s'est concentrée sur ce que souhaite l'utilisateur. Et ces choses-là, on ne les fait malheureusement pas en installant un logiciel préconçu que tout le monde va utiliser. L'innovation, elle vient de l'intérieur. Next. C'est pourquoi, aujourd'hui, on ne parle plus de produits, mais on ne parle plus de vision centrée sur le produit, mais on parle plus sur une vision centrée sur l'utilisateur. Et du coup, si on met un petit rapprochement entre le product-centric et le customer-centric, être centré sur le produit et être centré sur l'utilisateur, on se retrouve que beaucoup de choses changent et que c'est deux modes finalement très différents. Quand on parle de produit, on se dit que mon revenu, c'est le nombre de pièces fois le nombre de produits que j'ai vendus. Tout simplement, je vends une pièce 10 dirhams, j'en ai vendu 100, donc j'ai 1000 dirhams. Quand on est customer-centric, la pensée change. On est plus dans combien de revenus par utilisateur je vais pouvoir générer. C'est-à-dire que l'utilisateur, je le garde dans le temps. C'est quelqu'un qui va vivre avec moi. Si on prend l'exemple de Nike, c'est quelqu'un qui va prendre ses premiers respas, qui va prendre ses deuxièmes, ses troisièmes, quatrièmes, etc. Sachant que moi, Nike, derrière, je dois assurer que je dois tout le temps lui fournir les choses qu'il lui faut. Et du coup, la perception est différente. On change depuis une vision marché vers une vision de besoin. J'ai beaucoup dit besoin, mais c'est un peu ça le concept principal. On n'est plus sur un marketing mix, on est plus sur de l'expérience utilisateur. On n'est plus dans de la compétition par offre, mais on est plus dans de la compétition par rapport aux besoins clients. Et puis, on n'est plus dans du market share, mais on est plus dans de l'usage et on est plus dans des éléments d'expérience. Et puis, on n'est plus dans un traitement par batch ou traitement à la chaîne. On est plus sur un écosystème de partenaires. Vous avez vu comment Nike a su prendre Apple comme partenaire parce que finalement, Apple était meilleur qu'eux dans l'aspect technologique et l'aspect connectivité. Et puis, on n'a plus cette vision sur 5 ans. On a plus une vision sur une longue durée. On n'est plus sur un cœur business, mais on est plutôt sur des missions et ce qu'on appelle des OKR. On essaie de mettre en place des éléments atteignables à court terme parce que le monde change. Donc, grosso modo, c'était un peu ça. Le monde a changé, les boîtes ont essayé de se transformer. Il y en a ceux qui ont réussi, ceux qui ont pris mal le virage, mais l'idée derrière, c'était plus d'être centré sur l'utilisateur et ne plus être centré sur le produit. Ensuite. Et donc, pour réussir à faire tout ça, il faut forcément innover, il faut forcément penser, il faut forcément se transformer en interne. Et notre transformation en interne démarre forcément par une software factory. Une software factory, c'est un peu une usine logicielle, un peu comme ce que Nike a fait. C'est qu'en interne, il développait des logiciels qu'il mettait à disposition sur les terminaux Apple, pour lesquels les gens vont trouver un usage très spécifique.
Très bien, merci pour cette introduction, Badr. Donc, une fois qu'on met en place une usine logicielle, une fois qu'une entreprise a la volonté d'entamer sa transformation digitale, encore faut-elle qu'elle ait, ça vous l'aurez compris, j'espère, avec l'introduction, qu'elle ait pris en compte cette approche orientée client, orientée utilisateur. Parce qu'une transformation digitale repose vraiment sur des fondamentaux, sur des clés, sur des piliers qui vont permettre de réussir cette transition. S'il manque un des piliers, s'il manque une des clés, il y aura beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs. Nous, on le voit à notre niveau, en tant que métier de consultant, dans la transformation digitale, on voit ça dans des entreprises, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Mais cette prise de conscience d'avoir plusieurs piliers solides sur lesquels on peut asseoir une transformation digitale, on peut vous assurer que ce n'est pas du tout gagné dans les entreprises actuelles. Donc, c'est important pour nous de partager ça aujourd'hui avec vous en tant que junior entrepreneur pour vous donner les clés qui vont permettre à vous de bien suivre l'évolution du secteur. Ces piliers, il y a que 3 grands piliers qu'on va détailler ensemble. Il y a le pilier, tout ce qui touche au design, le pilier qui touche à l'agile, et enfin un pilier qui est plutôt sur la technologie. Mais ces 3 piliers vont ensemble et permettent de faire évoluer l'humain, parce qu'avant toute chose, une transformation, dans le mot transformation, ça porte bien son nom, on se transforme, et c'est pas uniquement une transformation technologique, avant tout, c'est des usages et des comportements. Moi et vous, par exemple, on n'est pas de la même génération, on n'a pas le même usage du téléphone. Je dirais pas mon âge, ça se dit pas, mais je vous assure qu'on n'a pas la même relation à la technologie. Toujours est-il que cette transformation digitale, pour que ça marche, c'est un peu à l'image du rugby, c'est une sorte de mêlée. On va mélanger des compétences, on va mélanger des talents, plutôt que d'être dans des organisations comme on avait il y a des dizaines, des vingtaines d'années, qui sont toujours présentes malheureusement parfois, où les choses sont organisées par silos, avec d'un côté le marketing, d'un côté l'IT, d'un côté le commerce, d'un côté l'infrastructure. L'objectif, c'est de mélanger tout ça pour que le tout soit comme une équipe et qu'on puisse mettre de l'énergie à affronter la concurrence plutôt que s'affronter en interne. Donc, là, maintenant, on va parler d'un des piliers qui est la partie design. Avant que je rentre dans le sujet, je voudrais juste m'assurer, je voudrais savoir si parmi vous, vous avez l'idée de ce que c'est l'UX, ce qu'on appelle l'UX. Donc là, je viens de lancer un sondage. Normalement, vous y avez accès. Les réponses sont anonymes, hein, je vous rassure. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de notes, tout est anonyme. J'aimerais bien savoir aujourd'hui dans l'Assemblée si tout le monde a la bonne définition, au moins en termes de mots. Allez, 15% de personnes qui ont voté. Les stats sont en train de bouger. C'est intéressant les réponses. Ok. On est à 40% de réponses. J'attends la suite avec impatience. Pour l'instant, il y a 2 tendances qui se dessinent. J'aimerais bien savoir quelle tendance va l'emporter. Est-ce que le UX, c'est faire des beaux graphismes? Est-ce que le UX, c'est l'expérience utilisateur? Est-ce que c'est l'union des xylophonistes? Ou est-ce que c'est le design d'interface digitale? 57 votants, 59. Allez, on va dire que tout le monde a joué le jeu. Les autres, c'est pas grave. Donc la tendance, là, il y a deux tendances qui sortent dans les réponses que vous faites. Expérience utilisateur en premier et le design d'interface digitale en second. Donc cette réponse, elle est hyper intéressante et la bonne réponse, tant pis pour ceux qui n'ont pas répondu, je vais la dévoiler. La bonne réponse, c'est expérience utilisateur. Alors, quand je dis ça, ça ne dit pas tout, mais on va maintenant rentrer dans le détail. Donc l'expérience utilisateur, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Et pourquoi la bonne réponse, c'est pas design d'interface digitale? Je reviens sur la présentation. Donc, qu'est-ce que c'est que l'UX design? Alors, il y a plein de définitions que vous trouverez sur Google. Je pense que vous l'avez déjà fait. Je pense que la plupart des personnes dans l'Assemblée savent à peu près à quoi ça correspond. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est donc user experience, c'est vraiment s'attacher à designer, à concevoir, à penser un produit ou une solution pour qu'elle réponde à une vraie problématique. Bien souvent, les entreprises pensent solution avant de penser au problème. Aujourd'hui, on pense d'abord au problème, on s'attache à bien définir le problème, ce qui va ensuite permettre de bien construire la solution. Et le design d'interface digitale, c'est juste un tout petit bout de l'UX, c'est vraiment les interfaces utilisateurs, user interface, c'est les interfaces utilisateurs. Donc, avec ce schéma là, que je viens de vous partager avec quelques mots, on voit bien que
l'UX est quelque chose de beaucoup plus large qui englobe, entre autres, la partie UI, bien sûr, mais qui touche aussi à des aspects de psychologie, de recherche anthropologique, de recherche ethnographique, d'études de comportement, d'études terrain, de la manière de architecturer l'information, de la manière de la restituer, des interactions. Bref, tout ça, c'est plusieurs métiers en fait en un. Il y a un abus de langage, on dit souvent je cherche un UX designer. Ça suffit pas. C'est une discipline qui est très vaste et qui fait appel à vraiment plusieurs talents, aussi bien artistiques, graphiques, psychologiques, business, logique. Et c'est une des clés, une des pierres angulaires des piliers de la transformation digitale. Pour vous donner un exemple d'expérience utilisateur, il y avait le Black Friday hier. L'expérience utilisateur, ce n'est pas simplement aller sur le site de Jumia pour commander une paire de chaussures. L'expérience utilisateur, elle commence au moment où vous avez envie de la paire de chaussures. Elle commence même au moment où vous étiez en train de vous dire « Ah, c'est bientôt vendredi, c'est bientôt Black Friday, il ne faut pas que je le rate. » Donc, comment les entreprises vont pouvoir vous capter sur votre site, vous emmener dans leur shop, comment se passe l'expérience pendant l'achat et comment se passe l'expérience après l'achat, jusqu'à la livraison du produit chez vous. Qui n'a jamais eu de problème, j'achète en ligne et en fait, il y a plein de problèmes dans la livraison. Et donc, mon expérience en tant que client, finalement, elle va être mauvaise parce que il y a eu un loupé au moment de la livraison ou du paiement, par exemple. Et pourquoi donc tout ça c'est important? Je pense que vous l'aurez compris maintenant, c'est pour avoir de meilleures performances, c'est pour satisfaire les clients. Et un client heureux à l'ère du digital, ça communique beaucoup. Il y a des bad buzz qui vont très vite, donc les entreprises sont très attentives à ce que peut ressentir un utilisateur sur ces plateformes. En termes d'exemple, un dernier exemple, c'est l'histoire d'un bouton qui vaut 300 millions de dollars. Okay. Donc c'était un site e-commerce qui avait commencé, donc qui fonctionnait très bien. Il n'y avait pas vraiment de problème. Ils avaient un parcours assez classique, donc de la gauche à la droite. Donc on remplissait son caddie en ligne. Au moment de procéder au checkout pour faire le paiement, là le site web vous demande email, password, création de compte utilisateur, pour ensuite arriver au paiement. L'entreprise a voulu s'améliorer. Elle était dans une démarche d'amélioration continue et elle a fait des études terrain. Elle s'est aperçue qu'en fait, ça gênait beaucoup de personnes de devoir laisser des coordonnées, de créer un espace client. Et donc, ils ont eu l'idée, toute simple, toute bête, d'inverser les étapes. D'abord, on remplit son caddie et au moment d'arriver au checkout, plutôt que de renseigner ses coordonnées, je vais alors directement payer. Et ensuite, je vais laisser mon compte client, etc. Eh bien, figurez-vous qu'avec ça, ils ont fait 45% de ventes supplémentaires le premier mois, ce qui a généré 15 millions de dollars de revenus supplémentaires et 300 millions de dollars de revenus supplémentaires la première année. Donc l'UX, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Il y a des gros impacts business, des positifs comme des négatifs. Et ce site e-commerce, il est assez connu parce que c'est Amazon. Ils ont fait leurs preuves en la matière. Maintenant, je vous ai parlé de design. On pourrait en parler des heures, mais il faut qu'on parle d'autre chose. J'ai passé la main à JN. Maintenant, on va parler de l'agile entre nous. En fait, avant sondage, Jeanne, excuse-moi. Pardon. Il y a un petit sondage du coup. Il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, il y a un petit sondage avant de commencer. Est-ce que vous savez un peu de quoi s'agit-il? C'est quoi l'agile? Vous pouvez voter sur le sondage. Qu'est-ce que vous pensez être l'agile? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une méthode et des process? Est-ce que ça veut dire être souple ou être élastique? Je ne sais pas si on a déjà commencé à voter. Ouais. Moi, je vois les votes. Vous voyez, ok. Donc, les votes, là, on est à 50% de votants déjà. Est-ce que vous voyez les réponses, mes chers collègues? Sur vos écrans, vous les voyez ou pas? Nous on ne voit pas, non. Non, on n'arrive pas à voir. Ok. Donc, ouais, donc les réponses possibles. Donc, méthode et process, souple, élastique. C'est la souplesse, 35%. Il y a quand même des gens qui ont dû rigoler en disant élastique. C'est intéressant comme réponse. Je vais mettre fin au sondage. Donc, je récapitule pour tout le monde. La réponse qui sort le plus, c'est qu'est-ce que l'agile? La réponse majoritaire, c'est méthode et process. En seconde réponse, vous avez mis être souple. Et en troisième réponse, un tout petit peu philosophie. Vas-y, Jeanne, fais-toi plaisir. Ça fait plaisir de voir un peu qu'il y a des divergences dans la compréhension de l'agile, c'est-à-dire il y a des choses à découvrir ensemble
En fait, avant de plonger un peu dans l'agile, enfin, on passe au slide suivant. En fait, à chaque fois qu'on imagine s'être dans un poste de développeur ou bien quand on s'imagine en train de travailler dans le monde de l'IT, on se croit directement devant sa machine, en train de coder, on ne parle pas à nos voisins, on est focus, on n'aime pas être dérangé au point qu'on met des trucs derrière nous pour qu'on ne nous dérange pas. Mais au fait, voilà, c'est tout à fait le contraire. C'est vraiment tout à fait le contraire dans les différentes entreprises qu'on voit maintenant émerger dans ce monde de digitalisation. Voilà. Au fait, cette nouvelle façon de travailler ensemble, on l'appelle de l'agilité. C'est-à-dire les entreprises sont en train de devenir agiles. Et pour mieux découvrir un peu c'est quoi l'agile, je vais un peu plus vous rapprocher à travers des histoires, à travers des cas concrets des entreprises qui sont plutôt agiles. Mais avant de plonger dans les histoires, tout d'abord, l'agile, c'est un mindset, c'est-à-dire c'est un état d'esprit dans lequel plusieurs entreprises essayent de se mettre. Ils essaient d'adopter ce mindset pour permettre à leurs collaborateurs d'être plus épanouis, d'être plus innovants aussi, mais aussi ça leur permet de se rapprocher un peu plus des consommateurs, des clients et de leur livrer de façon fréquente un produit qui les satisfait et qui leur rapporte de la valeur ajoutée. Donc, ce mindset agile, il est cadré un peu par des valeurs et des principes. Et pour pouvoir s'approprier ces valeurs et ces principes, on retrouve énormément de bonnes pratiques, énormément d'outils, de process que chaque entreprise essaie d'apprendre et de pratiquer pour pouvoir mieux devenir un peu plus agile, de plus en plus agile, jusqu'à ce qu'elle se sente vraiment dans son état meilleur. Voilà. Donc, pour illustrer un peu cette agilité, je vais vous raconter un peu comment ça a commencé. Donc, au tout début des projets informatiques, quand il y avait un besoin ou un produit qu'il fallait développer, on se retrouvait directement dans un effet tunnel, c'est-à-dire on a le besoin, on sait qu'est-ce qu'on va développer et c'est bon, ça part vers plusieurs mois ou des fois plusieurs années avant de voir un produit final qui est utilisable par les clients. Et des fois, dans les projets, par exemple, d'aéronautique, on peut arriver jusqu'à 20 ans, voilà, jusqu'à 20 ans d'attente sans avoir une visibilité sur comment le projet va aboutir. Et c'est pour ça, un certain monsieur qui s'appelle John Kern a eu l'idée en 2001 de rassembler tous ses amis, les techos, tous les confrères qu'il connaît et qui sont assez calés dans le monde de l'IT pour discuter sur comment améliorer un peu la façon avec laquelle ils abordent les nouveaux sujets, sachant que vers les années 2000, le monde de la technologie commence cette évolution qu'on voit actuellement. Et du coup, même la façon avec laquelle on travaille, il fallait l'adapter. Et du coup, grâce à ce rassemblement qu'ils avaient fait, ils sont sortis avec ce qu'on appelle le manifeste de l'agile. C'est une sorte de valeur, disons, que toutes les personnes qui pratiquent l'agile essaient vraiment de respecter de plus en plus pour s'améliorer et pour se rapprocher un peu de leur vision et de leur but. Donc, si on voit un peu ce qu'on retrouve ici au niveau du manifeste, on a des éléments qui sont à gauche et d'autres qui sont à droite, par exemple les individus et les interactions versus les processus et les outils. Les éléments qui sont à gauche, ils sont plus importants dans un terme agile que les éléments qui sont à droite. Mais ça ne veut pas dire que les éléments à droite ne sont pas du tout importants ou bien il faut les ignorer, mais au contraire, ils sont importants aussi, mais c'est juste qu'il faut donner un peu plus d'importance et un peu plus de valeur aux éléments qui sont à gauche. Donc, je vais vous les citer. Donc, on donne plus d'importance aux individus et aux interactions plutôt que les processus et les outils. On donne aussi plus d'importance aux fonctionnalités opérationnelles, c'est-à-dire à un produit qui marche, plutôt qu'à des documentations exhaustives, c'est-à-dire plusieurs choses qu'on rédige et tout, alors qu'on n'a pas encore un outil ou bien un produit
est opérationnel, qui est utilisable par les clients. Aussi, on donne plus d'importance à la collaboration avec les clients plutôt que d'avoir cette relation en termes de contrat, en termes de règles à suivre. C'est plutôt une sorte de collaboration, de communication en continu avec les clients. Et ensuite, à la fin, on donne plus d'importance à cette notion de changement et d'adaptabilité au changement plutôt qu'avoir un plan fixe sur un nombre de mois ou un nombre d'années qu'il faut respecter à tout prix. Donc voilà, c'est un peu ces quatre règles qui cadrent plus ou moins le mindset agile. Mais comment on peut voir un peu ces valeurs-là au quotidien? J'ai voulu un peu vous parler d'une entreprise qui s'appelle Zappos. Je ne sais pas si vous connaissez Zappos, mais voilà, c'est un des leaders mondiaux de vente de chaussures en ligne. Donc, c'est parmi les premiers sites de vente de chaussures en ligne. Et pourquoi, au fait, je le cite? Parce que aujourd'hui, c'est l'un des écosystèmes dans lequel chaque personne rêverait de travailler parce qu'il y a le terrain adéquat pour expérimenter toutes les folies qui nous passent par la tête, que ce soit en termes de production ou en termes vraiment de relation avec les collaborateurs ou avec les clients. Et ça fait aussi le fait qu'ils ont connu une grande réussite en 10 ans, en 20 ans, et qu'ils soient déjà au début et même aujourd'hui les leaders dans la vente en ligne des chaussures. Donc, l'histoire de Zappos, c'est en 1999. Il y a un gars qui s'appelle Nick, qui chaussait du 45 ou du 47, donc il chaussait de très grande taille et il galérait à trouver sa pointure. Et il devait se déplacer jusqu'au bout de la ville, des fois à aller voyager pour trouver une paire de chaussures qui lui convient. Et un jour, il a eu l'idée de construire un site en 1999 où il va vendre des chaussures aux personnes qui lui ressemblent, qui ont le même problème. Et là, il a fait appel un peu à son ami pour lui dire, voilà, et ça te dit qu'on fasse ce site ensemble, qu'on le crée. Ben voilà, c'était ça le début de Zappos. Ils l'ont appelé Zappos. Et 10 ans après, en 2009, Zappos a été racheté par Amazon tellement il a connu du succès. Comment ils ont réussi à atteindre ce succès-là? Tout d'abord, déjà, ils ont été à l'écoute des clients dès le début. Donc, l'une des grandes inquiétudes quand on achète en ligne, c'est « et si ça ne me convient pas? Et si c'est plus grand que moi, c'est plus petit que moi, qu'est-ce que je vais faire ?» Au début, ils ont eu une politique de donner la possibilité de retourner le produit qui a été acheté après 60 jours. Maintenant, c'est après, on peut le retourner même après 365 jours. C'est vraiment le maximum qu'une personne puisse souhaiter quand elle achète des paires de chaussures. Aussi, ils ont permis, parce que quand tu achètes un truc en ligne, surtout vers les débuts des années 2000, il fallait rapprocher le plus le consommateur du vendeur. Et du coup, quand on achète un truc, on a besoin de poser des questions, on a besoin d'avoir une personne qui nous répond, qui nous dit « est-ce que ça va nous convenir? Moi, j'ai ce problème, mes pieds sont un peu larges, j'ai du mal à porter des talons très hauts, ce genre de problématiques. » On a besoin de discuter avec des gens. Du coup, ils ont ouvert une ligne de télécommunication qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps. Du coup, ils ont agrandi leurs équipes. Ils étaient vraiment 5 personnes au début, en 1999. Et après, ils sont devenus une centaine de personnes au sein de Zappos. Et pour pouvoir garder cette proximité et cette relation assez proche avec les clients, en plus d'avoir cette marge de possibilité d'appeler, ils ont aussi, ils n'ont pas ni dit que la politique d'enregistrer les appels ou bien de contrôler la discussion qu'il y a entre les collaborateurs et leurs clients. Ils ont laissé libre à tous les collaborateurs de parler comme ils veulent avec leurs clients. Et des fois, on trouvait qu'il y avait des appels qui duraient 1 heure. Et ça, des fois, ça dépassait même le côté le volet vente. Ça parlait des sujets personnels. La personne commence à raconter ses petites problématiques. Et ce lien un peu personnel avec les clients, ça a créé plus de fidélité. Et les ventes, elles ont augmenté énormément. Bien sûr, aussi, ils ont rendu les ventes, les achats et les retours des produits, ils les ont rendus gratuits.
Comme ça, ils rassurent encore plus les consommateurs et les clients, comme quoi on est juste là pour vous satisfaire et non pas pour gagner de l'argent en vous envoyant des choses qui ne vous conviennent pas. Donc, grâce à ce mindset-là, ben, Zappos a vu en elle une entreprise qui grandit, mais qui garde plusieurs valeurs en elle qui ont été le cœur de son évolution. C'est-à-dire, même en recrutant des personnes, ben, ils cherchaient vraiment à trouver ces valeurs-là qu'ils avaient ensemble. Donc, je vais vous parler un peu de ces valeurs. Tout d'abord, ben, ils donnaient beaucoup d'importance à la relation que les collaborateurs ont avec leurs clients. Donc, que ça soit bâti sur de l'honnêteté, sur une bonne communication. Bien sûr, ils donnaient plus d'importance aussi au fait que le produit livré, c'est-à-dire que ça soit la chaussure ou même le service de télécommunication qui est avec les clients, donne un effet wow aux clients. Et bien sûr, d'être humble, d'être assez poli avec les clients. Et là, on retrouve, si vous vous rappelez, la première valeur du manifeste agile, si vous vous rappelez, c'est le fait de donner plus d'importance à la collaboration avec les clients plutôt qu'avoir une relation basée sur des contrats. Ensuite, le deuxième volet de valeur qui est respecté à 100%, c'était d'avoir des personnes, c'est-à-dire les collaborateurs qui travaillent au sein de Zappos devraient être vraiment passionnés et avoir une certaine détermination pour exécuter toutes les idées qui leur passent par la tête et qui donnent tout leur cœur dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils donnaient de l'importance au fait de créer du fun et même un peu de weirdness, c'est-à-dire dans le style avec lequel ils communiquent avec les clients, mais aussi comment ils sont entre eux. Tu trouveras dans leur espace de travail pendant Noël, tout le monde porte des masques. Tu trouveras une personne qui est fan de baseball, elle a tous les trophées là dans son bureau. Et du coup, il y a cet esprit de famille qui se crée et il y a aussi cette notion d'état d'esprit très, très positif qui se crée au sein de l'entreprise. Et ça, c'est super important. Et c'est là où l'on retrouve aussi cette importance qu'on donne aux interactions entre les personnes, où l'on valorise la personne au sein de l'entreprise, plutôt qu'on l'oblige à suivre un processus ou à utiliser des outils particuliers. Après, pour le troisième volet de valeur, on donne aussi de l'importance au fait de créer, de grandir, d'apprendre un maximum de nouvelles façons de réaliser le travail nécessaire, de aussi produire ou bien vendre le maximum avec le minimum d'efforts, c'est-à-dire d'être intelligent dans sa façon de vendre aussi. Et ça, ça nous renvoie un peu vers le troisième principe, c'est le fait d'avoir un produit qui marche et qui donne de la valeur sans pour autant qu'on fasse beaucoup d'efforts sur de la documentation ou sur des choses qui ne donnent pas une valeur directe à la vente du produit. Après, le quatrième volet et le dernier, en fait, c'est le fait d'être ouvert au changement, d'être là en train de pousser l'entreprise pour qu'elle grandisse encore plus, pour qu'il fasse toujours la différence par rapport à ce qu'elle a été, mais aussi par rapport à ce qui existe dans le marché. C'est d'avoir cet esprit créatif et ouvert qui ne laisse pas une entreprise stagner, alors que dans les années 2000, comme vous avez vu, il y a tout le monde qui évolue avec une vitesse exponentielle. Donc, c'est aussi donner de l'importance au changement plutôt que de suivre un plan tracé à l'ancienne. Et c'est ces valeurs-là, le fait d'y croire, qui a fait de Zappos cette entreprise qui est connue bien sûr par la vente des chaussures, mais aussi par son mindset. Maintenant, si tu tapes sur Google Culture Zappos, tu vas trouver énormément de posts, énormément d'articles. Il y a même des livres maintenant qui sont publiés qui racontent à quel point cet état d'esprit rend les gens passionnés et permet de réaliser de la valeur le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est un peu parler du mindset, des valeurs et des principes. Mais concrètement, comment on peut vraiment être agile? Quelles sont les techniques ou peut-être les pratiques qu'on peut faire pour nous rapprocher de cet état d'esprit agile? Donc, pour le faire, voilà, il y a plusieurs méthodologies qui ont vu le jour, où il y a des principes à suivre, il y a des outils, des
des processus peut-être à suivre aussi, qui permettent aux équipes de se rapprocher un peu des valeurs agiles. On essaie de pratiquer certaines choses et chaque méthodologie, elle a des rituels, elle a des outils qui permettent aux équipes d'adapter leur façon de travailler pour se rapprocher un peu plus de l'agilité. Maintenant, au lieu de m'attarder sur l'une de ces méthodologies, on verra ça peut-être par la suite dans les prochaines éditions, je vais plutôt vous raconter l'histoire d'une entreprise là qui a su démontrer un peu son agilité. Mais avant de le faire, j'aimerais vous poser une question. Juste par curiosité, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous préférez comme logiciel, comme plateforme de musique? Est-ce que Deezer, est-ce que iTunes, Spotify, Amazon Music, Google Play? Juste par curiosité, juste pour voir un peu. J'ai lancé le sondage. Yes, Spotify. Là, ça répond plus vite, les amis. Hein. Ah, là, ça répond oui. vite. Hein. Ah oui. Je vois pas la tendance, du coup, je suis curieuse. Écoute, la tendance, c'est Spotify. Hein. Yeah. Avec une écrasante majorité. Eh ben écoute, ça démontre ce qu'on veut démontrer aussi, c'est top. Ouais. C'est bien, vous êtes les bienvenus. Puisque vous préférez Spotify, vous pouvez continuer avec nous Ça tombe bien. Ça tombe bien, puisqu'on aime beaucoup, nous aussi, Spotify, dans le monde du digital. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu en eux-mêmes créer tout un écosystème, toute une méthodologie propre à eux que maintenant toutes les entreprises essaient d'adopter et de s'approprier. L'agilité telle qu'elle est définie par Spotify, c'est maintenant, aujourd'hui même, vraiment la tendance chez toutes les entreprises qui sont dans la transformation digitale. Donc, on va parler un peu de comment l'agile se passe chez Spotify. Donc, tout d'abord, tout au début, en 2008, quand Spotify a vu le jour, il y avait des petites équipes qui utilisaient une des méthodologies qu'on avait vues tout à l'heure, c'est le Scrum. C'était des petites équipes comme ça qui respectaient certains rituels, qui faisaient certaines réunions, chacun avait un rôle particulier. Après, ça a commencé à grandir et du coup, on se retrouve avec plusieurs petites équipes. Et à un certain moment, le Spotify se sentait un peu contrainte à respecter ces règles posées par la méthodologie Scrum. Et c'est là où il s'est dit que non, on n'est pas en train de suivre une méthodologie juste par rapport aux pratiques qu'elle propose ou bien par rapport aux outils qu'elle nous donne. On va plutôt plus nous rapprocher du mindset agile et créer notre propre méthodologie à nous qui nous rapproche un peu plus de l'agilité. Là, l'image que vous voyez à droite, c'est là où travaillait une équipe. Maintenant chez Spotify, une équipe, on l'appelle squad. C'est comme le rassemblement de militaires où il y a plusieurs rôles qui sont tous complémentaires. Et pourquoi dans le militaire, on parle de squad, mais aussi dans les équipes? C'est parce qu'on a besoin de toutes les compétences requises pour pouvoir sortir le produit ou pour pouvoir répondre à une urgence. Et du coup, on parle d'une équipe en tant que squad, c'est-à-dire on a besoin de toutes les compétences qui sont requises dans le monde de l'IT pour sortir une fonctionnalité qui est utilisable par un client. Et du coup, on n'a pas besoin d'appeler une personne extérieure pour nous faire ceci. Donc voilà, une squad, là, elle travaille dans un petit bureau comme ça. À côté, il y a un petit salon où l'on peut faire des réunions. Et quand on a plusieurs équipes ou bien plusieurs squads qui travaillent, à un certain moment, on doit se poser les questions par rapport à quel point elles sont autonomes, mais aussi à quel point elles sont alignées. Pourquoi c'est important? Parce que plus on est aligné, plus on est autonome déjà, plus il y a une motivation, plus il y a cet esprit d'innovation, plus chaque équipe se sent libre de créer ce qu'elle veut avec la manière avec laquelle elle veut les faire. Mais aussi, si on perd l'alignement, on va se retrouver dans un écosystème où on n'a plus de vision commune, on n'est plus en train de travailler sur un même grand produit final. Du coup, il y a besoin et d'autonomie et d'alignement pour que les différentes squads puissent grandir ensemble et livrer pour nous, les consommateurs, un produit qui nous satisfait tout le temps. Donc, voilà. Donc, le premier
pilier sur lequel c'est concentré Spotify. On passe à l'autre slide. C'est l'autonomie. Comment il a répondu à l'autonomie Spotify? En fait, chaque squad, elle travaille sur un volet particulier dans notre, comme vous voyez là devant vous, dans l'application. Tu vas trouver une squad qui va travailler uniquement sur la barre de rechercher. Et du coup, n'importe quel changement qu'on va trouver sur cette notion de rechercher une musique ou sur la facilité de trouver la musique qui nous convient, il y a une équipe indépendante qui est en train de travailler sur ça. Aussi par rapport à la barre de lecture, à chaque fois qu'il y a un truc qui est nouveau qui se rajoute, le fait par exemple de pouvoir lire une musique sur 2 appareils qui sont connectés entre eux ou bien permettre à 2 personnes d'écouter la même musique en même temps, ça, il y a une seule équipe indépendante qui a pu faire ça sans pour autant influencer le travail d'une autre équipe. Ça, c'est ça plus ou moins l'autonomie à laquelle Spotify a pu réussir à arriver. Donc, voilà, on passe au slide suivant. Donc, voilà, on a parlé qu'il y a des zones qui sont découplées en termes de fonctionnalité et aussi en termes d'équipe, mais aussi, à côté, il y a aussi le fait que moi, je fais partie d'une équipe ou d'une squad, j'ai besoin d'une fonctionnalité, mais qui va toucher un peu à la zone sur laquelle travaille une autre squad. C'est soit je vais demander à l'autre squad de me livrer la fonctionnalité dont j'ai besoin, ou bien je vais pouvoir moi aussi rapporter ma petite modification, mais tout en restant aligné avec l'autre équipe pour ne pas détruire ce qu'elle est en train de construire. Et c'est pour ça, on parle aussi du fait de faire le focus sur l'alignement des équipes entre elles. Voilà. Donc, quand on parle d'alignement, c'est le fait d'avoir beaucoup de communication. Dans une équipe agile, on va trouver énormément de rituels, de réunions, des petites rencontres qui permettent aux équipes de se synchroniser entre elles. Et du coup, comme vous voyez ici dans l'image à gauche, à chaque fois que vous allez rentrer dans une digital factory ou bien dans une entreprise qui travaille dans l'agile, vous allez trouver ce qui se passe dans cette image. Donc, c'est plusieurs personnes qui sont à côté entre elles et qui sont en train de travailler ensemble sur le projet ou de communiquer ou de se coordonner pour pouvoir sortir une fonctionnalité. Mais aussi, vu que chaque équipe fait les choses à sa manière et apprend les choses à sa manière, à chaque fois qu'elle a appris une nouvelle façon de faire ou bien qu'elle a commencé à faire les choses de façon différente à ce que les autres équipes sont en train de faire, au lieu de rentrer dans une logique de standardisation, le fait sans pour autant imposer aux autres équipes de travailler de la même manière, on va juste leur transmettre la chose qu'on a apprise, on va leur enseigner la nouvelle méthode avec laquelle on a commencé à développer, par exemple, ou bien le nouvel outil qu'on a commencé à utiliser. Et libre à eux de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser comme ils veulent. Mais au moins, ils savent que nous, en tant que squad, on est en train de travailler avec ça et que si un jour, ils vont vouloir toucher à une fonctionnalité dans notre partie, ils doivent faire attention à ce petit truc qu'on est en train d'utiliser parce que c'est notre petite zone à nous et voilà, on est libre de faire ce qu'on veut dans notre petite zone. Après, le troisième, on est toujours en termes d'alignement. Au fait, pour vous schématiser un peu comment ça se passe dans les équipes de Spotify, si vous voyez les petites colonnes, chaque colonne, c'est une squad, donc c'est une équipe où il y a toutes, comme j'ai dit, toutes les compétences possibles qu'on puisse retrouver dans une équipe de développement informatique. Donc, on a des développeurs, on a des designers, on a des UX designers, on a des personnes du DevOps, on a des architectes. Donc, on a toutes les compétences possibles. Et du coup, dans chaque équipe, par exemple, on a besoin d'un UX designer, on va en trouver un dans chaque équipe. Et c'est ce qui nous crée voilà, une sorte de chapitre. Un chapitre, c'est un ensemble de personnes qui ont la même compétence, mais qui se retrouvent dans différentes équipes. Et ces gens-là, ils sont toujours en train de coordonner entre elles parce que c'est elles qui sont les garantes de cette compétence-là dans leur équipe. Du coup, s'il y a
une nouvelle technologie, par exemple, qu'on utilise en termes d'architecture informatique, ben, on va se la partager entre nous, comme ça, on l'applique au sein de nos équipes si ça nous convient. Et après, à part la notion de chapitre, on retrouve aussi la notion de guilde. C'est quoi guilde? C'est plutôt une sorte de communauté de pratique ou une communauté d'intérêt, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui sont intéressées par une notion en particulier. Ça peut être un guilde qui sont intéressés par la lecture. Et du coup, c'est un petit club là de personnes qui font des petites rencontres entre eux, qui parlent du sujet qui les intéresse ensemble et qui ne sont pas forcément obligés d'avoir les mêmes compétences ou le même degré de connaissance du sujet, mais qui sont intéressés, ils veulent apprendre un peu plus du sujet, ils sont les bienvenus dans la guilde, ils peuvent participer dans les différents événements qu'ils sont en train de faire ensemble. Donc ça, c'est par rapport à l'alignement. Et du coup, chaque squad, comme vous voyez, elle est en train de faire les choses de façon libre et autonome, mais aussi elle est alignée avec les autres équipes. Et ça nous rappelle un peu l'exemple d'un groupe de jazz. Je ne sais pas si vous avez déjà vu se reproduire sur scène un groupe de jazz. On trouve chaque personne, il est en train de suivre sa propre mélodie, son propre rythme. Et tu te dis que si ces deux personnes sont en train de chanter ensemble et de faire de la musique ensemble, ça va être la catastrophe. On va pas pouvoir, on va rien entendre. Mais quand tu entends toute la mélodie, c'est très beau, c'est très artistique et c'est limite la meilleure musique au monde qui puisse exister, c'est le jazz. Et c'est dû au fait que chaque personne elle est autonome, mais il y a un alignement magique qui se produit qui permet de donner cette optimisation du son et ce côté voilà, extraordinaire. Donc ça, c'est par rapport à l'autonomie et l'alignement. Et la troisième chose sur laquelle Spotify fait vraiment le focus, c'est le fait de faire le focus sur la livraison de la valeur. C'est-à-dire, je m'explique. Donc, quand on est dans une équipe qui fait du développement IT, de fonctionnalités, on a deux cas de figure. Des fois, on se retrouve dans des équipes qui attendent beaucoup de temps avant de livrer un nouveau produit, une nouvelle fonctionnalité. Et à chaque fois qu'on retarde ce moment de livraison, c'est de plus en plus difficile parce que plus le temps passe, plus on change notre code ou on change les choses qu'on est en train de développer. Et du coup, quand on veut sortir ça vers le client, il y a toujours des conflits entre les codes des personnes, il y a toujours des problèmes de réactivité avec les clients. Ils ne savent plus comment s'adapter à l'application tellement ça a changé. Ça nous est arrivé, si vous vous rappelez, quand à un certain moment, ils avaient changé Facebook complètement. Ils ont mis les trucs des stories et tout. On était perdus, on ne savait plus comment utiliser Facebook. Mais là, maintenant, comment ça se fait au niveau des différentes entreprises et chez Spotify aussi, c'est qu'on fait des petites releases, c'est-à-dire on sort à chaque fois une petite fonctionnalité que peut-être on va même pas remarquer. C'est tellement petit, tellement subtil qu'on va pas se rendre compte que ça a été ajouté. Et c'est comme ça qu'ils maintiennent à chaque fois un nouveau changement, à chaque fois une nouvelle fonctionnalité. Ils observent le comportement de l'utilisateur, des gens qui utilisent l'application. Ils voient un peu est-ce qu'ils apprécient, est-ce que j'utilise beaucoup cette nouvelle fonctionnalité ou bien ils la zappent à chaque fois, du coup, on ne devait même pas la rajouter. Et plus on fait des releases plus souvent, plus c'est facile et plus ça nous donne du feedback par rapport à l'utilisation chez les différentes personnes. Ça, c'est par rapport à la production des fonctionnalités. Après, il y a un autre volet, et on reste sur la même slide, où l'on parle d'innovation, c'est-à-dire pour délivrer de la valeur, il faut être un peu fou des fois. Donc, des fois, on a une idée en tête qu'on veut voir, qu'on veut voir un peu comment les gens vont se comporter avec elle. On utilise la méthode de Lean Startup. Je pense que vous la connaissez. Vous l'aviez certainement vue soit dans vos petits projets que vous êtes en train de faire ou bien dans vos études. Et c'est quand on a une idée et qu'on essaie de l'implémenter, on essaie de faire vraiment le minimum
des fonctionnalités qui peuvent rapporter une valeur ajoutée ou qui peuvent donner la fonctionnalité à l'utilisateur et avoir une interaction avec lui et voir comment il va réagir par rapport à cette fonctionnalité. C'est-à-dire, on ne va pas tout développer, mais juste le minimum requis pour satisfaire ses utilisateurs par rapport à ce besoin. Et une fois qu'on a ce feedback et qu'on connaît comment il va réagir, ben on peut rajouter le restant des briques et sortir le produit à chaque fois de plus en plus grand, de plus en plus intéressant. Et finalement, ce qui est très, très important aussi chez Spotify et chez toutes les entreprises agiles, c'est le fait de faire le focus sur les collaborateurs, sur the people, c'est-à-dire sur les personnes qui sont en train de travailler. Parce que plus on a des personnes motivées, plus on est sûr que le produit sera fantastique. Plus la livraison de valeur, elle augmente de façon exponentielle. Et du coup, pour assurer cette motivation, par exemple, chez Spotify, ils ont cette culture de Slack. C'est quoi Slack? C'est par exemple, dans une semaine, on peut se consacrer quelques heures, des fois même une demi-journée, où l'on ne fait pas la production, on ne produit pas les fonctionnalités qu'on est censé faire. On est juste là en train de chercher peut-être de nouvelles technologies, ou bien on avait une idée en tête qui est un peu folle qu'on voulait tester, voir comment on pourra un peu la sortir. Donc, on va se donner ces petites zones de temps dans une semaine. Des fois même, il y a des semaines complètes de Slack où les gens sortaient vraiment avec des petits MVP, Minimum Viable Products, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Et ils les présentaient à leurs collaborateurs. Et des fois, il y a des idées qui sont vraiment intéressantes, comme par exemple le fait de pouvoir avoir des radios qui sont adaptées aux personnes qui utilisent Spotify. Moi, j'écoute beaucoup de rock et beaucoup je sais pas, de pop. Je vais trouver des radios qui sont adaptées à mon quotidien, selon mon mood. Quand je suis contente, j'écoute ça. Quand je ne suis pas contente, j'écoute autre chose. Et ils ont pu adapter ces playlists aux différentes personnes. Et ça a sûrement été une idée folle dans la tête d'une personne qui l'a présentée dans une des Slack. Et ça a fait l'effet désirable chez les personnes. Donc, en plus de cet élément d'innovation, il y a aussi cette culture d'amélioration continue. Parce que dans le monde du développement, on tombe forcément dans des problèmes, il y a des erreurs qu'on fait des fois et qu'on regrette. Et du coup, il y a jamais, au fait, on ne retrouvera jamais dans Spotify ou dans une entreprise agile cette culture de blâme. Par exemple, une équipe a fait une erreur quelque part, on ne va pas la blâmer ou bien se dire que qui est-ce qui a été la cause de ce problème, il faut plus refaire ça. Non, on se pose ensemble, on réfléchit à la problématique qu'on a rencontrée et on se pose la question, comment on a pu y arriver? Quelles sont les raisons qui nous ont poussé à arriver à ce problème-là? Qu'est-ce qu'on a appris aussi de cette erreur? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut maintenant appliquer au quotidien pour qu'on s'améliore, pour qu'on n'ait plus ces erreurs-là qui se reproduisent? Et qu'est-ce qui va changer grâce à cet apprentissage? Quelles sont les nouvelles choses qui vont faire plus de la valeur ajoutée pour nous plutôt que juste une erreur qu'on va regarder passer et qu'on va oublier par la suite? On capitalise sur les choses qu'on a apprises et on s'améliore. Et du coup, à chaque fois, il y a des petites sessions comme ça qui se répètent avec une certaine fréquence et ça nous fait des petites boucles d'amélioration. À chaque fois, on améliore un petit truc, on observe, on améliore un autre truc. Et au fil du temps, au fil des semaines, des mois, des années, on trouve qu'on a énormément évolué, qu'on est devenu beaucoup plus mature, beaucoup plus innovant et qu'on fait de moins en moins d'erreurs ou peut-être pas, mais c'est tant mieux parce qu'on évolue de toutes les manières et c'est ça le but. Donc, pour résumer un peu tout ça, être agile chez Spotify, c'est quoi? C'est tout d'abord faire le focus sur l'autonomie des équipes. C'est très, très important parce que l'autonomie égale motivation égale innovation. Je pense qu'il faut… Voilà. La deuxième, c'est le fait d'être aligné. C'est-à-dire, oui, on est autonome, mais on est aligné. On travaille tous chez Spotify. Du coup, notre but, c'est vraiment répondre à la vision de Spotify. On ne va pas faire quelque chose qui est contraire à la vision de Spotify. Donc, le troisième élément, c'est aussi délivrer de la valeur, être toujours là en train de rapporter de la valeur ajoutée aux utilisateurs. Et bien sûr, avoir une équipe et des équipes qui sont motivées et qui sont très, très créatives
Parce que si on n'a pas ces 2 éléments, ben, on va jamais évoluer et on va jamais, satisfaire le client tel qu'il le désire. Donc voilà, c'est ça le résumé par rapport à Spotify et par rapport à une des méthodologies maintenant qui qui ont leur place dans le monde de l'agile et qu'on essaie que toutes les entreprises essaient de s'approprier, essaient de se rapprocher un peu de ce mindset, que ce soit celui de Spotify ou celui de Zappos. C'est un peu ça qu'on essaie d'atteindre. Voilà. Merci, Jeanne. Il y a une question qui a été posée qu'on n'a pas traitée dans le chat. Je trouvais intéressant de partager. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. J'ai eu un petit problème de micro. Alors, la question, je ne sais pas si vous l'avez, elle est venue. Attends, je la retrouve. Est-ce que le mindset agile Voilà. ne doit pas être relié d'une façon ou d'une autre à la culture et finalement avoir une méthodologie pour garder certaines limites? Est-ce que le mindset agile ne doit pas être relié d'une façon ou d'une autre à la culture et finalement avoir une méthodologie pour garder certaines limites? Effectivement, bah, c'est ce qui se passe dans l'agile. Tout d'abord, l'agile, c'est un mindset et c'est la culture de l'entreprise qui commence à s'approprier ses valeurs et ses principes de l'agile. Donc, on fait grandir notre culture et on englobe même les valeurs et les principes de l'agile, mais pour pouvoir garder un peu la cohésion de l'équipe, pour pouvoir aussi garder, disons, comme vous avez dit, j'appelle pas ça limite, mais plutôt juste pour garder cet alignement dont on a parlé, il y a bien sûr des méthodologies qu'il faut suivre, des rituels qu'il faut respecter, des petits rôles qu'il faut définir au sein des équipes pour qu'on puisse travailler sans pour autant nous piétiner, sans pour autant ben, s'éloigner de la vision de l'entreprise. C'est là où il y a l'importance des méthodologies, des différentes règles qu'une équipe ou bien qu'une entreprise ben, se fait ou se procure des autres méthodologies existantes. Ben, mais toujours, il y a avec le recul, quand on parle d'amélioration continue, à chaque fois qu'on suit une méthodologie particulière et des rituels particuliers, ben, il y a toujours cette notion d'amélioration continue. On sort de nos casquettes, on essaie de voir est-ce qu'on est en train de nous rapprocher du mindset de l'agile ou bien on est en train de nous enfermer dans des pratiques qu'on veut respecter à tout prix et on s'éloigne du mindset qu'on veut atteindre ou bien de la culture qu'on croit en train de s'approprier. J'espère avoir répondu à la question. On prendra un temps de toute façon à la fin, si jamais il y a Ouais. encore des questions à soulever. Maintenant qu'on a parlé de design, maintenant qu'on a parlé de philosophie, de choses très conceptuelles et qui sont aussi très concrètes avec les méthodes qui découlent de l'agile, bah, tout ça n'aurait pas de sens si on ne savait pas créer ces idées, pouvoir les concevoir. Et dans l'ère du digital, forcément, la technologie, c'est incontournable. Donc là, on va aborder avec vous maintenant plusieurs sujets. De loin, rassurez-vous, on ne va pas rentrer dans le détail de la technique qui sont très, très, très importants pour pouvoir réussir une transformation digitale. Alors, on commence avec cette image qui représente le Saint Peter Square, qui est l'endroit où apparaît le pape la première fois quand il est élu. Et donc finalement, généralement, il y a des foules qui sont là pour l'accueillir et compagnie. Cette photo date de 2005 et la photo suivante date de 2013, si on peut passer à la suite, exactement. Donc on voit comment en 8 ans, la même place s'est complètement transformée. Et on est passé sur la première photo, si vous avez fait la remarque, il y avait juste une seule personne avec un téléphone, c'était un Motorola Razr, si je ne dis pas de bêtises pour les plus vieux. Là, on est sur carrément, je sais pas, des dizaines, des centaines de téléphones et d'objets connectés de manière générale. Et on se rend compte finalement que le monde change. En 8 ans, il y a une transformation énorme qui a été faite et que tout le monde cherche à capturer le moment, tout le monde cherche à enregistrer, tout le monde cherche à garder des souvenirs, des choses un peu perpétuelles. Et du coup, on se rend compte comment les choses changent ou ou tout simplement comment le monde se digitalise. La suite. Et donc, la question qu'on se pose tous, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement d'objets connectés, mais comment on va faire pour les manager finalement? Comment on va faire pour faire en sorte que l'utilisateur soit au centre du produit, que l'utilisateur puisse
faire des actions sur son téléphone, le termine sur son PC, les revoir dans sa voiture. Et finalement, c'est tellement compliqué à faire d'un point de vue IT. Est-ce que je dois développer une fois? Est-ce que je dois développer deux fois? Est-ce que je dois faire une application pour chaque terminal? Bref, toutes ces questions qui changent. Et que pour illustrer ça, on va prendre un exemple que j'aime bien et qui va nous suivre, je pense, tout au long de cette présentation. C'est un peu Amazon. Alors, qui est Amazon de manière générale? Amazon, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, le plus gros marketplace dans le monde. C'est environ 300 millions de clients actifs. Ce n'est pas des clients de passage, c'est 300 millions de clients actifs. C'est environ 14 sites web déployés sur plus de 185 pays. Et que finalement, si on prend le plus petit service de Amazon, qui est Amazon Prime, je pense que vous le connaissez, ce service-là, il fait plus que 10 fois le PIB du Maroc. Sachant que le PIB du Maroc, c'est, je pense, 110 millions de dollars et que Prime, aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, fait 19 billions de dollars. Donc finalement, on peut voir l'ampleur d'Amazon et comment sa gestion de l'IT est innovante et mystérieuse aussi dans le moment. La suite. Alors, Amazon, c'est quoi? Amazon, c'est plusieurs, c'est pas simplement un site web. Le site web, c'est la partie émergente de l'iceberg, comme on dit. Mais Amazon, c'est aussi un dash bouton. C'est un dash button, comme on les appelle les Anglais. C'est des boutons qui te permettent de passer commande directement en appuyant dessus. L'exemple le plus simple, c'est qu'aujourd'hui, tu prends le bouton entier, tu le colles à côté de ta machine à laver ou à côté de ton lave-vaisselle. Et une fois que tu es à court de lave-vaisselle ou de dissolvant, je ne sais quoi, tu cliques sur le bouton, ça passe directement commande et que ça atterrit directement chez toi en livraison automatique. Donc finalement, ça t'aide à passer une commande. Nous avons ensuite Alexa. Alexa, c'est un peu le compagnon vocal d'Amazon qui te permet aussi, entre autres, de connaître la météo, mais aussi de passer commande. Bonjour Alexa, je souhaiterais avoir une PS5 pour demain et les livrer pour le lendemain. Tu as le site web classique qui te permet aussi de faire des commandes. Tu as l'application mobile dans le même concept. Tu as aussi Amazon Go. Amazon Go qui est un centre commercial complètement automatisé, où il n'y a aucun employé, enfin, pratiquement aucun employé, où tu rentres, tu prends ton produit, tu ressors et c'est automatiquement débité de ton compte Amazon. Donc tout ça, finalement, parce que le métier d'Amazon, c'est de vendre. Et à travers tous ces objets-là, ils ne font que vendre. Il ne faut rien d'autre à part vendre. L'usage, l'expérience utilisateur est différente, on en a parlé, mais finalement, l'action derrière et le cœur métier d'Amazon, c'est le même, c'est-à-dire vendre des produits. Et donc finalement, moi, je me suis posé la question, et j'espère que vous aussi, c'est que comment ils ont fait pour développer à chaque fois une nouvelle manière de prendre une commande. Sur le dash bouton, ça se fait à travers un bouton. Après, ça se fait par reconnaissance vocale. Après, ça se fait à travers une IHM web. Après, ça se fait directement dans un store physique. Ou au final, ça se fait à travers un mobile. Est-ce que Amazon a développé 6-7 fois la même fonctionnalité? Bon, bien sûr que non. Et d'ailleurs, voilà. Et d'ailleurs… J'ai un problème. Ouais. Pardon, Bad. Et d'ailleurs, son patron, Jeff Bezos, a compris ça en 2002. Alors, j'ai un petit sondage à partager. Excuse-moi de t'interrompre. Bien sûr. Je vois qu'il y a un petit terme intéressant. Juste voir si l'audience sait ce qu'est une API. API. Ouais, il y a la pomme d'API aussi. Ouais. Oh, là, on a affaire à des pros, là. Ah ouais. Le sondage n'était pas assez difficile, alors la question était… Ou alors c'est très connu, c'est tant mieux. Il n'y a que des bonnes réponses. Merci Google aussi. Ils ont répondu vite. Je ne sais pas si les gens ont eu le temps de googliser. L'écrasante majorité, la réponse est bonne. Excellent. Effectivement, une interface de programmation d'application ou application. J'ai plus l'acronyme en anglais, je l'ai perdu. Bref, tout ça pour dire. Programming Interface. Yes.
Tout ça pour dire que Jeff Bezos, lors de son mandat en 2002, que la culture dans Amazon, c'est que le patron donne un mandat, donne une vision au début d'année sur lesquelles il faut s'orienter. Et c'est des visions très strictes. Donc, son mandat en 2002 était très simple. Toutes les équipes se doivent d'exposer leur data au travers d'interfaces, qui est le premier point. Le second étant, toutes les équipes entre elles se doivent de communiquer à travers ces interfaces. Rappelez-vous de l'agile, on en parlait d'équipe autonome. Donc, finalement, chaque équipe propose de la valeur et chaque service métier proposé par une équipe se doit d'être fait à travers une interface. Et puis, il n'y a pas de contrainte technologique. Cette interface peut être du web, peut être de l'HTTP, du Corba, du SOAP, et j'en sais, que sais-je. Et puis, au final, tout ça pour dire aussi sur le quatrième point, que toutes ces interfaces et ces communications inter-équipes vont être facturées. C'est-à-dire que chaque équipe doit facturer son service à ses autres équipes. Et que pour finalement, ces services puissent externaliser en dehors du monde. Le dernier point à ne pas oublier, c'est que toute personne n'ayant pas respecté ces points sera virée. Pour dire, le gars était ferme et était intransigeant. Donc, comme je vous disais, Jeff Bezos a compris. Nous avons besoin d'une API. Pourquoi une API? Parce que finalement, on va faire une API to run them all. Une API pour les gouverner tous. Une API de gestion, si on prend l'exemple qu'on a cité, une API pour passer commande et que cette API, quelle que soit l'interface qui va l'appeler, ben finalement, ça sera le même service de commande. Que tu passes par le bouton connecté, que tu passes par le site web, que tu passes par Alexa, ben finalement, tu ne fais que passer commande. Et donc, en bonne tête bien faite, je ne vais développer ce service de passer une commande une seule fois. Et que c'est ce qu'on appelle concrètement une API. Une API peut être vue de différentes manières. Certains parleront d'une API over HTTP, du RESTful pour les plus jeunes, ou du SOAP pour les plus anciens, ou que sais-je, à travers un autre protocole. Et donc, une API, comme j'ai cité ici, c'est 4 points principaux que j'ai trouvé intéressant de remonter. Il y en a plusieurs, mais là, on n'essaie pas de partir vraiment dans le détail. La première, c'est une Open API. Qu'est-ce qu'une Open API? C'est une API ouverte sur l'extérieur, évoluant indépendamment de l'UI. C'est-à-dire que c'est une API qu'on va ouvrir sur Internet et que toute personne intéressée par consommer notre API pourra éventuellement faire appel à cette API. La plus connue, c'est l'API Facebook. Quand vous voulez faire une application qui fait une authentification Facebook, vous partez sur Facebook, vous créez un compte et on vous donne accès à cette API. C'est ce qu'on appelle une Open API. C'est une API ouverte à tout le monde. Et qu'aujourd'hui, le digital et l'innovation reposent sur cette Open API. Le second point, design API first. Pensez l'API avant de penser aux terminaux qui vont l'appeler. Et c'est exactement l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. C'est qu'on a pensé à une API pour passer une commande et que finalement, cette API a été pensée et a été développée indépendamment de l'interface qui va l'appeler. Et du coup, on est vraiment dans de l'optimisation et on est vraiment dans de la gestion de services de la bonne manière. On a fait une API pour passer une commande et après, que ce soit appelé par Alexa, que ce soit appelé par le bouton IoT, c'est la même chose, vu que de toute manière, si on prend l'exemple d'Alexa, on a une reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale va être transformée d'une certaine manière à un texte. On va reconnaître le produit qu'on souhaite commander. Et du coup, on connaît déjà la personne qui a passé commande. On peut directement appeler le service d'API qui va commander le bon produit avec la bonne personne, comme il a cliqué sur l'interface web. Il faut toujours se rappeler que les interfaces sont éphémères et que les API se doivent d'être un peu plus pérennes. Quand on fait une API, elle n'est pas censée beaucoup bouger dans le temps, vu qu'une commande est une commande. Je commande aujourd'hui un produit presque de la même manière avec lequel je vais le commander demain. L'usage diffère, l'UX diffère, la manière avec laquelle je vais appeler l'API va différer, mais finalement, le service doit rester le même. Ensuite, l'ouverture. Pourquoi l'ouverture est devenue un enjeu? Parce que en fait, Jihan a parlé tout à l'heure de Slack et de communauté. Moi, je vais vous parler de hackathon. Aujourd'hui, plusieurs API publiques font office de hackathon. C'est-à-dire, si on prend juste un exemple d'une assurance assez connue sans citer de nom, elle ouvre un hackathon, elle expose son API et que des développeurs viennent utiliser son API et proposent de nouveaux usages.
Et c'est un peu comme ça qu'on peut être ouvert à l'innovation, parce que il y a tout le temps une bonne idée quelque part qui n'est pas chez nous, parce que nous, on est cloisonnés dans un contexte, on pose toujours de cette manière, on a tous la même culture, et peut-être que demain, un développeur du Brésil a une culture différente, et du coup, va utiliser notre API de manière différente. Donc voilà, c'était un peu le tour sur l'API, pourquoi une API, comment penser à une API, et comment faire en sorte que l'API soit évolutif dans le temps et m'aide surtout à me digitaliser et à exposer mes services et mettre de l'innovation tous les jours. Donc ensuite, normalement, nous allons switcher sur le deuxième sujet, qui est du DevOps. Je laisserai peut-être Haitham introduire le sujet. Alors, qu'est-ce que le DevOps et pourquoi Amazon a adopté cet aspect? Alors, on va revenir en arrière quelques années, précisément à l'année 2000, où Amazon a été en face à deux problèmes critiques lors de leur fameux Black Friday. Finalement, Amazon n'avait pas les moyens de leur conviction. Ça veut dire les serveurs requis, les moyens de développement, les livrables, les hotfix, etc. Du coup, on avait des problèmes de montée en charge qui nécessitaient le déploiement ou bien la mise en œuvre de plusieurs serveurs physiques qui, par la suite, ils étaient juste mis à côté. Du coup, on ne va les utiliser qu'au prochain Black Friday. Du coup, c'est entre autres une perte de matériel. Et par la suite, Jeff Bezos, sur le prochain slide, il a, prochain slide s'il vous plaît, Jeff Bezos, qui est le CEO de Amazon, il a cité 3 solutions que par la suite, ils étaient obligés de l'intégration du DevOps. Alors, la première solution, c'était que chaque équipe chez Amazon aujourd'hui, ils vont travailler avec leurs propres outils développés. Ou bien, comme on dit en anglais, they're eating their own dog food. Ça veut dire que chaque fonctionnalité développée, elle sert aux autres, bien sûr, pour qu'elle soit mise en œuvre, mais chaque équipe chez Amazon, elle doit travailler avec ses propres fonctionnalités. La deuxième, c'est de trouver un bon prix et pouvoir le vendre en interne d'abord, avant de l'exposer en externe pour mieux benchmarker le marché. Et la troisième solution, c'était la taille d'équipe qui rejoint le point qu'a cité Jihan auparavant. Et c'est, en gros, si on n'arrive pas à diviser 2 grandes pizzas sur une équipe, c'est qu'elle est trop grande. Et en moyenne, c'est 8 à 9 personnes au maximum. Et bien sûr, c'est minimum 3. Du coup, on va passer. On va passer et avant, on va juste voir un peu si le terme DevOps parle aux participants. Donc, vous avez un nouveau sondage qui est lancé. Je vous invite à essayer d'y répondre. Est-ce que le DevOps, c'est un développement informatique très spécialisé? Est-ce que c'est un concept militaire? Est-ce que c'est une philosophie de travail? Ou est-ce que ce sont des règles de sécurité informatique? Grosse tendance sur le développement informatique très spécialisé. D'accord. Ah ouais. Ah, on est bon là. Ils sont bons, hein? Oui, quand même. Ah ouais. OK. Alors, on va passer. Eh bien, ce n'était pas la bonne réponse. Oui. Voilà, bien sûr. En fait, c'est ça la malcompréhension qui existe aujourd'hui sur le marché, mais je vais un peu détailler le truc, comme ça on aura la bonne idée. Et comme j'ai dit, Jeff Bezos a cité ces 3 solutions, que par la suite, ils étaient objets d'intégration de DevOps chez Amazon AWS en 2006 qui est né. Et AWS aujourd'hui, c'est un des web services les plus utilisés sur le marché. Alors, comment ils ont pu avancer et vraiment arriver à ce point sur le prochain slide. Next, please. Voilà. Alors, toujours, lors de mes présentations, je préfère commencer par qu'est-ce que n'est pas DevOps, what is not DevOps.
Parce qu'il y a toujours cette malcompréhension que DevOps, c'est des outils, ou bien c'est un software, ou bien c'est un langage de programmation ou une technologie, alors que non, DevOps, c'est une culture d'abord. Et on doit vraiment instaurer cette culture au sein de la société avant de voir les outils, etc. Et sur le prochain slide, on va voir que les 4 piliers de DevOps sont la culture, le process, les gens et les outils. C'est la culture d'abord. On doit comprendre la culture, comment ça marche et qu'est-ce qu'on doit vraiment faire. Par la suite, on va passer au process qui va régulariser cette culture à travers les gens qui travaillent là-dessus, bien sûr les développeurs ou bien toute l'équipe de dev, et à travers des outils instaurés qui vont automatiser plusieurs actions qui sont faites et qui prenaient beaucoup de temps et qui vont diminuer ce temps en un temps vraiment minime, et on va voir l'avantage par la suite. On passe au prochain slide qui va vraiment nous dire que les outils sont très très bien, mais le process ne marche pas parce que les gens ne comprennent pas la culture. Et vraiment, il faut comprendre la culture d'abord. Et on va voir sur le prochain slide sur quoi cette culture elle repose vraiment. Alors, la culture DevOps, c'est tout d'abord la jointure des équipes dev et opération. Pour simplifier un peu, à l'époque, lorsqu'on développait, on avait une équipe de dev indépendante d'une équipe d'opération. L'équipe d'opération, elle est responsable de tout ce qui est déploiement de l'application, etc. L'équipe de dev, elle est responsable du développement de l'application. Le problème qu'on trouvait, c'est que toujours les équipes de dev, ils développaient l'application, ils ont fini leur livrable et ils vont le passer à l'équipe opération concrètement à travers un email ou bien une clé USB ou quelque chose. Et par la suite, l'équipe opération elle va essayer de déployer cette application. Si l'équipe opération ne connaît pas un aspect de l'application, ils vont trouver un problème qui ne vient pas forcément du dev, alors ils vont faire revenir l'application vers l'équipe de dev en disant que voilà, l'application ne marche pas, alors que ce n'est pas le cas. Du coup, c'est plutôt une fuite de la responsabilité. Et c'est le deuxième point de la culture DevOps, c'est le partage de responsabilité. Et ce partage de responsabilité, on ne peut pas l'avoir sans une visibilité et une communication très claire. Et DevOps, il vient aujourd'hui pour faire la jointure de tout ça. Et on va voir, avant de voir les outils, on va voir l'importance du DevOps et l'impact qu'il a importé. Alors, selon les sondages ou bien les études de Puppet 2017, State of DevOps Report, on a constaté qu'après l'instauration des DevOps, on a eu 5 fois moins le taux d'échec lors des changements. Alors, chaque changement sur l'application, on a eu 5 fois moins de taux d'échec parce que le développeur, aujourd'hui, il peut voir directement en live les changements qu'il a fait et l'impact de ces changements sur une partie staging avant que ça passe vers, bien sûr, la prod. On a eu 440 fois plus rapide du commit au déploiement. Pour les gens qui ne connaissent pas les mots techniques, le commit, c'est vraiment le moment où le développeur il a fini toute sa tâche de développement et il a décidé de faire un push ou bien de le partager avec l'équipe opération, soi-disant. Et l'équipe opération, elle va prendre ce code pour le déployer. Alors, ça passe par plusieurs étapes. En automatisant ces étapes, on a eu 440 fois plus rapide du commit au déploiement. Et 46 fois plus de déploiements fréquents parce que, bien sûr, c'est rapide, c'est fiable et c'est sécurisé. Et on a eu, en minimisant ce temps, on a eu 44% plus de temps investi sur les nouvelles fonctionnalités. Parce que, bien sûr, on a eu 440 fois plus rapide du commit de déploiement. Du coup, on a encore plus de temps libre pour qu'on puisse penser et innover en nouvelles fonctionnalités. On va passer au prochain slide. Et vraiment, là, c'est la partie des pratiques DevOps. On va parler un peu de la technique DevOps, qui est un peu chinois pour la majorité, mais croyez-moi, on ne va pas vraiment parler de la technique, mais plutôt de l'aspect, pour qu'on puisse un peu comprendre le truc. Alors, la première des pratiques DevOps, c'est vraiment la migration vers les microservices.
On veut dire quoi par microservice? À l'époque, on développait une application qu'on appelait monolithique. Une application monolithique, c'est toute une application qui tourne sur une seule, qui repose sur un seul service. Alors, si j'ai un problème sur une fonctionnalité précise, par exemple le checkout, toute l'application elle va tomber. Et ça, c'est pas très bien. Du coup, on a migré vers les microservices. Ça veut dire que chaque fonctionnalité sur mon application, elle est sous forme d'un microservice. Et si le checkout, il y a un problème sur le checkout, c'est juste le microservice checkout qui tombe, alors que l'application elle peut tourner facilement. Et juste pour rappeler du point que Jihan a cité il y a quelques minutes, sur la partie Spotify, on a vu qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent sur l'application. Il y a une équipe qui est juste spécifiée pour la partie recherche, une équipe pour la partie play, pour le bouton, une équipe pour les recommandations, etc. Alors ça, c'est sous forme de microservices. Et chaque microservice a une équipe soi-disant unique qui peut développer ce microservice, indépendamment de toute l'application. On a tout ce qui est intégration continue, livraison continue et déploiement continu. Et ça, c'est vraiment le process d'automatisation de la chose pour qu'on puisse, pour qu'on puisse passer de l'interaction humaine pour les déploiements, etc., et automatiser la chose et gagner plus de temps. Et vraiment, les déploiements continus, c'est tout ce qui est à chaque fonctionnalité développée, on peut la déployer, la voir en live. Et on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à la fin du déploiement pour qu'on puisse voir un produit vraiment en live. Et bien sûr, on a le monitoring de l'application parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire le monitoring chaque heure, chaque minute, chaque seconde s'il y a une anomalie ou une défaillance, etc. Et on peut être informé au préalable s'il y aura, par exemple, d'ici un mois, 2 mois, une défaillance, si on a besoin de faire scaler l'application. Et ça va nous permettre d'avoir plusieurs avantages qui sont la collaboration améliorée, bien sûr, à travers la communication et la visibilité, la livraison rapide à travers l'automatisation de la chose, et des outils DevOps, la fiabilité et la sécurité. Et bien sûr, le point le plus important, c'est la scalabilité de l'application, parce qu'aujourd'hui, Amazon, elle peut scaler le nombre de ses serveurs lors du Black Friday comme elle veut, et par la suite, lorsque c'est moins chargé, on peut bien sûr diminuer la taille de nos serveurs et bien sûr, rien n'est perdu. Et bien sûr, il y a la rapidité qui repose sur l'automatisation de la chose. Alors, on va passer au dernier point maintenant qu'on va aborder, qui est en relation avec la data. Et je pense que je vais laisser la parole à Badr. La data, effectivement, où l'élément le plus, ou l'un des éléments les plus importants dans le digital. Donc, à travers les slides qui suivent, on va essayer de voir quelle place prend la data digitale et pourquoi il ne faut pas la zapper, chose qui arrive assez souvent aujourd'hui. On a encore du mal à en voir son importance. Je reviens sur quelques chiffres qui peuvent être intéressants, vu qu'on parle de data et qu'on parle de transactions et on parle de montée en charge et je ne sais quoi. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, chaque seconde, sur chaque seconde, il y a environ 2,9 millions de mails envoyés. 2,9 millions de mails envoyés, c'est huge comme data. On a aussi le fameux chiffre d'Amazon. Toutes les secondes, il y a 72,9 commandes qui se font sur Amazon à travers le monde. Nous avons 50 millions de tweets par jour ou encore sur YouTube, nous avons 20 heures d'uploadés chaque minute. Donc finalement, une personne qui souhaite voir tout YouTube, même pendant toute sa vie, ne pourra pas le finir. Donc 20 heures, et tous ces données peuvent être très importantes dans leur analyse, dans leur segmentation, dans leur traitement, dans leur visualisation, qui peuvent aider énormément la transfo digitale pour prendre les bonnes décisions, pour prendre les bonnes directions, pour mieux connaître les utilisateurs. Et donc, en fait, la suite.
on dit que la data is the new oil. La data est le nouveau pétrole. Parce qu'en fait, la data, telle qu'elle est en entreprise, elle est brute. C'est une donnée qui ne peut pas être exploitée de la sorte. C'est pour ça qu'on la rapproche à du pétrole, parce que le pétrole est brut aussi et qu'il faut le raffiner. L'exercice n'est pas seulement de collectionner la data, mais le fait de collecter la data n'est que le début. Avoir la data à disposition n'est que la première étape de traitement de la donnée. Et qu'aujourd'hui, le process est beaucoup plus complexe et qu'on parle du data refinement ou du raffinement de la data. On a pris l'exemple de vous le présenter très rapidement à travers des Lego, et ça se fait en 6 grandes phases. La première étant la collecte, on en a parlé, c'est-à-dire que l'entreprise se doit d'avoir de la donnée. Et quand on parle avoir de la donnée, je ne vous parle pas d'une base de données de 2 ou 3 gigas. Avec ça, tu ne peux pas faire grand-chose. Le mieux que je puisse faire, c'est ce qu'on appelait en avant du BI, ou de la business intelligence qui reposait sur du data warehousing et compagnie. Des choses un peu plus classiques du métier de l'informatique. Là, je vous parle de données non structurées. Ça peut être de la voix, ça peut être de la vidéo, ça peut être des logs, ça peut être des textes, ça peut être des emails. Tout contenu, tout data qui peut être enregistré fait office de cette collection-là. Ensuite, nous devons la préparer. Quand on parle de la préparer, c'est-à-dire la mettre sur les bons supports, la mettre au bon endroit et avoir peut-être la bonne infrastructure pour pouvoir traiter ces terras et ces heptas de données. Ensuite, on les met dans les bons inputs. Je prendrai par exemple, aujourd'hui, il serait bête de traiter une vidéo pour en récupérer le contenu si elle est en 4K. Il vaut mieux un peu la réduire et récupérer le contenu, sachant que ça vous fera gagner en processing, ça fera gagner en ressources matérielles et compagnie. C'est de ça où je dis on met la bonne data dans le bon endroit, dépendamment de son type. Et c'est ce qu'on appelle aussi le sorting de la data. C'est-à-dire que dans une entreprise, on va récolter toutes les données marketing, on va les mettre dans le bon endroit, les données financières dans le bon endroit, les données transactionnelles dans le bon endroit, pour après, une fois qu'on les a sortées, ben on peut les processer, c'est-à-dire on peut les croiser entre eux, on peut se dire que, par exemple, dans une détection de fraude, je prends juste l'exemple, on sait qu'on a eu une fraude le 25 juillet 2019, on va y revenir en temps et en heure et en secondes, et on pourra voir quelle commande a été faite, quel mail a été envoyé, quelle transaction a été validée, par quelle carte bancaire, par quel monsieur, à quelle heure, croiser ça avec les données géospatiales et la météo, et on peut savoir que cette transaction est peut-être frauduleuse parce qu'il y a eu un vol d'une carte, je ne sais pas où, quelque part, etc. Bref, tout ça pour vous dire, plusieurs types de data, les faire communiquer entre eux et les faire agréger entre eux, c'est un exercice pas facile du tout. Pour que par après, on puisse les visualiser, qui est la 5e étape, et qu'on puisse les mettre en avant à travers des schémas assez connus, ça peut être des charts ou autres, mais ce n'est que cette partie visualisation qui va nous permettre, nous humains, de la traiter et d'en prendre certaines conclusions. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ce process, on va la restocker. On va le restocker dans un nouveau format, dans un format plus réduit, dans un format plus intelligent pour qu'ensuite, on peut reboucler la boucle et revenir vers la première boucle et réessayer encore une fois de la préparer, de la processer, de la sortir et de la visualiser d'une autre manière. Et en plus de l'enrichir avec les données qui viennent chaque jour. En gros, c'est un petit parcours de la data, sachant que tout un chacun est un métier différent. Chaque étape que vous avez vue ici, c'est des ingénieurs avec des compétences très précises. Qu'est-ce que je gagne en traitant de la data de manière générale? Tout d'abord, la data va m'aider à prendre de bonnes décisions. La décision, on parle de transfo digital, donc on parle forcément de décision de business. Je prends l'exemple d'Amazon. L'année dernière, on a vu que le produit le plus vendu était un peigne à cheveux. Il y a de fortes chances que cette année aussi, ce produit-là soit aussi, on aura besoin de lui. Donc, on peut s'approvisionner, se préparer à ne pas être en rupture du stock sur ce produit. Je prends des exemples très simples pour que vous puissiez les rapprocher. Ou sinon, je suis une compagnie d'assurance et je veux savoir quels sont les sinistres que j'ai eus l'année dernière et comment je peux me projeter pour créer le nouveau tarif de l'année prochaine avec les prévisions qu'il y aura. Et finalement, je peux dire que
ben, finalement, l'année prochaine, je peux proposer mon assurance à moindre coût parce qu'il y a moins d'intempéries, il y a moins de pluie, donc forcément, il y aura peut-être moins d'accidents. La data me permet de comprendre la performance, et la performance au sens large. Ça peut être la performance, comme a cité Haytham, dans un sujet de performance liée à l'infrastructure, où je peux savoir quels sont les data centers qui consomment, qui ne consomment pas, que je peux libérer, que je ne peux pas. Ou sinon, la performance de mon business, combien j'ai vendu, combien je n'ai pas vendu, combien je vais vendre, est-ce que je peux vendre dans une autre langue, quels sont les pays qui sont susceptibles de vouloir accepter mon produit qui est marocain, par exemple, etc. En plus, la data improuve les process parce que finalement, toute donnée se doit d'être pris en compte. Et un exemple très simple, aujourd'hui, je sais qu'une commande est atterrie au bureau d'ordre d'aujourd'hui et n'est traitée que 3 jours après. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans le process finalement et que finalement, on se dit que cette donnée a pris beaucoup de temps chez la partie stock, qu'ils ont du mal à trouver le produit. Donc, on se dit, ben, mon stock n'est pas bien segmenté, n'est pas bien architecturé. Il faudrait peut-être que ce produit-là que j'utilise assez souvent, que je les mets au début du stock et pas dans le fond du hangar. Ça me permettra de gagner du temps lors de l'approvisionnement de la commande. Et puis, au final, la dernière, et je pense la meilleure, c'est que la data me permet de connaître mes clients. Je pense que vous avez vu tous l'expérience que vous étiez avec un ami, vous parlez de parapluie et que 5 minutes après, vous ouvrez Facebook et vous commencez à voir des pubs par rapport à un parapluie ou un truc du genre. Tout ça, c'est de la traitement de données. Facebook avait votre micro activé, elle a écouté que vous avez dit parapluie, elle a traité la donnée, elle vous a poussé les bons ads au bon moment parce qu'elle a compris que vous avez besoin d'un parapluie à ce moment-là. Ça fait partie du traitement de la donnée aussi. Et ça fait partie du fait que je connais mieux mes clients et que chez Facebook, tu as été flagué comme étant un potentiel prospect d'acheteurs de parapluies. Donc, la data est partout, retenons-le. La data se doit d'être traitée avant d'être utilisée. La data est l'avenir de demain et aujourd'hui, ce qu'il y a de plus cher dans le monde digital, c'est la donnée. Vous entendez beaucoup que des applications fit et vendent de la donnée parce qu'aujourd'hui, la donnée coûte vraiment, vraiment beaucoup. Et que ce n'est que comme ça qu'on peut vous targeter, qu'on peut vous proposer les bons produits au bon moment et au bon prix aussi. Donc voilà. Merci, Badr. Voilà, on a terminé de balayer ensemble l'ensemble des points qu'on voulait partager avec vous. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur la transformation digitale et ses concepts. On a essayé d'appuyer sur les points les plus importants. Avant de passer aux questions-réponses, je voudrais simplement, s'il vous plaît, vous partager un dernier sondage. C'est ce qu'on appelle un ROTI. C'est simplement une mesure de satisfaction de votre part. En gros, c'est sur une échelle de 1 à 5. Comment vous évaluez cette expérience qu'on a vécue ensemble sur le webinaire. Ça va nous permettre, nous aussi, de savoir, de récolter du feedback et d'être dans l'amélioration continue. Voilà, je lance le sondage et vous pouvez noter le moment. Et après, on passera à la phase questions-réponses, si ça vous convient. Bon, ça se profile bien. Tant mieux si ça a répondu à vos attentes. Surtout qu'après, on va déclencher un cycle de formation ensemble. Donc, vaut mieux que ça colle. Hein. Très bien. Merci beaucoup pour vos feedbacks. Alors, c'était comment? Attends, j'attends un petit peu la fin, puis après, je vais partager les résultats. Mais je comprends que tu sois impatient. Oui. S'il y a bien quelque chose à retenir dans la transformation digitale, c'est que tout doit être pensé pour créer de la valeur pour l'utilisateur. Quelle que soit la technologie, la méthode ou autre, la philosophie qui prime, c'est on doit être amoureux de son utilisateur, de son client, et trouver une solution à ses problèmes.
Donc, ça, voilà, réponse 5, 4 et 3. Donc, on est bien, on a réussi. Notre objectif, c'était de vous donner de la valeur pendant cette séance. En plus, on est sur un samedi soir. Il y a peut-être d'autres choses à faire et vous êtes là de manière curieuse. Donc, ça, c'est top. Donc, si on a réussi à vous faire passer un moment qui vous a permis de sortir avec des informations concrètes, et ben, tant mieux. On en est vraiment très content. À ce moment-là, si vous avez des questions, là maintenant, on peut passer un peu de temps à répondre à des questions. Alors, je vais ouvrir je regarde le chat, je n'ai pas de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main, soit poser les questions dans le module questions-réponses ou dans le chat, ou même de lever la main et prendre la parole. Vous pouvez aussi nous poser les questions de vive voix. Surtout, n'hésitez pas. Je ne vois pas de questions arriver pour l'instant. Ah, il y a une main qui se lève, alors attends. Hop. Comment? Attends, là, j'ai un petit... Je n'avais pas trouvé la main. Voilà, je te donnais la parole. OK. Est-ce que tu veux poser ta question à l'oral, Aïcha? Ouais. Vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour le partage. Ça a été très intéressant, très clair. En Super. fait, ma question, moi, n'est pas particulièrement par rapport à un volet qui a été présenté durant la session, mais c'est plutôt une question que je me pose tout le temps quand j'entends parler du digital et de son intégration dans les entreprises et justement, surtout, dans le contexte marocain. Alors, est-ce que vous pensez que toutes les entreprises, quel que soit leur degré de maturité, quel que soit l'environnement aujourd'hui au Maroc, peuvent intégrer la dimension digitale et est-ce que justement ça va être profitable pour eux? La question, c'est est-ce que toutes les entreprises aujourd'hui sont en capacité d'intégrer la dimension du digital? Ouais, c'est bien ça. C'est ça? Ou je l'ai trop simplifié? Tu veux dire, c'est-à-dire si les entreprises sont prêtes à amorcer les changements qui sont nécessaires pour épouser le virage du digital, c'est ça? Exactement, ouais. Par exemple, je dis n'importe quoi, si on est dans un environnement où, par exemple, on n'est pas en ville, une entreprise qui est, par exemple, dans une zone rurale, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'elle peut intégrer ces dimensions digitales, sachant que, comme vous l'avez dit durant la présentation, le digital aujourd'hui, ça devient très important. Ouais. Alors, pour répondre à cette question, je vais éviter de citer des noms, bien sûr, parce qu'on travaille au Maroc. En théorie, toutes les entreprises peuvent intégrer la dimension du digital. Après, je dirais même, elles le doivent. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec un événement que personne n'attendait, c'est la crise du Covid. Ça a bousculé sur l'ensemble de la planète les usages et le digital est plus devenu une option, mais une nécessité. Après, il y a aussi une question de volonté. Il y a des fois, on peut, mais on ne veut pas. C'est parce que le digital, comme on a vu dans la présentation, il y a des impacts sur la technologie, il y a des impacts sur la culture d'entreprise. Et sur la culture d'entreprise, ça va toucher les organisations. Et si on touche les organisations, ça va toucher les individus. Et si on touche les individus, ça va toucher les égos. Et là, on se retrouve parfois, nous, on voit des projets. On travaille avec plusieurs entreprises, pas qu'au Maroc, hein, le groupe est international, Maltem est international, mais tu donnais l'exemple du Maroc, mais ce n'est pas propre qu'au Maroc. Il y a des projets qui n'aboutissent pas, des ambitions qui ne sont pas concrétisées à cause de problèmes d'ego ou à cause de problèmes de politique dans les organisations. Donc, pour répondre à ta question directement, il y a ce premier sujet. Il faut avoir la volonté d'y aller. Pourquoi on y va? Et ensuite, tu donnais un exemple d'une entreprise qui serait dans le secteur rural. Qu'est-ce qui l'empêcherait en fait d'utiliser le digital et de réfléchir justement, de s'intéresser si cette entreprise a un produit, même si elle est en milieu rural, son produit, c'est qu'il a des utilisateurs. Donc, il va falloir qu'elle regarde et qu'elle étudie le comportement de ses utilisateurs, qu'elle les interviewe, qu'elle s'intéresse à eux, voir s'il y a une problématique qui existe et qui pourrait être résolue par le digital. S'il y a un problème, on s'y intéresse. Et si la solution est digitale, alors tant mieux. Et si c'est une autre réponse à apporter, alors il n'y a pas de digital nécessaire. Mais aujourd'hui, quand même, beaucoup de choses peuvent être solutionnées grâce au digital. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Ah ouais, en fait, ça a été très clair. Merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question qui est arrivée dans le chat, ouais, si je ne dis pas de bêtises. Comment peut-on considérer que le DevOps concerne tout l'organisme de l'entreprise et non pas qu'il vise seulement à l'unification du développement logiciel et de la partie opération? Ok, alors comment on peut considérer que le DevOps concerne tout l'organisme? C'est comme j'ai dit que le DevOps, avant tout, c'est une culture qu'on doit instaurer dans l'entreprise avant qu'on passe vers les outils. Je vais revenir vers un exemple. Par exemple, il y a une société qu'on a pu accompagner pour la transformation digitale, pour qu'elle puisse migrer vers le DevOps. Mais avant, ils ne comprenaient pas vraiment le concept. Quand on est venu, ils nous ont dit, OK, on veut du DevOps, vous pouvez commencer. On commence quoi? OK, les outils, il y a Kubernetes, il y a GitHub, on a tout. On doit juste automatiser la tâche. Mais avant tout, on doit vraiment instaurer la culture. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment considérer que DevOps, il concerne tout l'organisme. Parce que le DevOps, c'est en jointure vraiment importante avec l'Agile. Et l'agile, ça impacte énormément la société, l'entreprise. Du coup, l'instauration de la culture d'abord, et par la suite, le passage vers les outils et l'administration des infrastructures, bien sûr, opérationnelles. Du coup, quand on instaure la culture d'abord, on peut facilement fusionner l'équipe dev et opération, et par la suite, aboutir à des changements radicaux et des résultats effectivement qui sont très positifs. Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Je vais donner juste un exemple vécu dans ce contexte de DevOps et montrer un peu pourquoi ça dépasse les devs et les ops. J'étais dans une mission, dans un secteur financier et qu'on se disait DevOps. On se disait qu'on avait une équipe qui pouvait être autonome avec un ops dans l'équipe de dev et qu'on était vraiment dans la culture de déployer tout le temps, etc. Tout marchait bien. C'est-à-dire que puis à un moment donné, pour des raisons budgétaires, on avait les budgets pour les devs et on n'avait pas le budget pour l'Ops. Pour une raison X ou Y, il y avait une facture qui avait pris du temps pour être signée. Et donc finalement, notre équipe s'est retrouvée sans Ops. Et du coup, l'entreprise s'est retrouvée, l'équipe s'est retrouvée sans culture DevOps qui préconisait qu'on pouvait déployer à tout moment de manière la plus fluide et la plus transparente. Pourquoi? Parce que la transformation n'est pas allée jusqu'au niveau facturation et ça s'est arrêté à l'équipe système d'information. Et que finalement, parce qu'un dev n'a pas vu sa facture signée, finalement, il n'a pas pu travailler pendant une semaine ou deux et du coup, on n'a pas pu déployer pendant une semaine ou deux. Ça montre que ce n'est pas qu'une question IT, c'est une question d'organisation. Il faut que même la facturation, que les budgets se doivent d'être pensés de manière DevOps. Donc, c'était juste la parenthèse. Exactement. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. La seule chose qu'on ne peut pas dire, toujours, c'est les types de projets qu'on fait et les clients précisément, c'est tout. Il y a des clauses de confidentialité. Et puis... Ouais. Ok. Je ne vois pas de questions arriver. Je pense que c'est bon du coup pour la clôture. Zineb, est-ce que tu veux ajouter un mot? Ah, pardon, il y a une question. Quelles sont, par exemple, les solutions possibles pour digitaliser une entreprise? Par exemple, e-commerce et Je veux connaître d'autres, je suppose, d'autres exemples. Les solutions possibles pour digitaliser une entreprise. En fait, pour répondre à ta question, je vais dire, viens au cours design UX. Pourquoi? Parce qu'on ne pense pas d'abord solution. C'est quoi le besoin en fait? Pourquoi on veut se digitaliser? Quelle est la problématique à résoudre? Tu vois?
Donc, quels sont les exemples, les solutions possibles pour digitaliser une entreprise? Et une entreprise, en fait, alors le mot digitaliser, c'est un mot en plus qui est un peu traite. C'est pas du vrai, c'est un mélange entre l'anglais et le français. C'est numériser, en fait, c'est passer à l'ère de l'informatique, hein, tout simplement. C'est numériser, informatiser. Donc, une entreprise, elle peut se digitaliser déjà, ne serait-ce que, si on reprend l'exemple que donnait Aïcha avec une entreprise qui serait dans le milieu rural et qui fonctionnerait qu'avec du format papier. Moi, j'ai un client comme ça qui fait que du papier. Il a besoin de se digitaliser déjà en commençant par lui-même, par ses processus internes. Donc, mettre en place des outils qui vont permettre de faire la facturation, la comptabilité, la relation client, la relation RH, etc. Et après, une fois qu'il aura construit son socle et qu'il aura pensé à sa stratégie data et à la stratégie API et qu'il aura engrangé la culture de la transformation digitale qui vient avec, là, il pourra s'attacher, je pense, à travailler sur la digitalisation de la relation client, par exemple. Donc, les solutions possibles pour digitaliser une entreprise, elles dépendent vraiment de quelles sont les problématiques à résoudre. En fait. Mais je ne vais pas te dire c'est infini, mais il existe beaucoup, beaucoup de scénarios possibles. En fait, C'est une l'exemple question très vaste. qui peut être cité, Olivier, je suis désolé, je t'interromps, mais par exemple, on reprend le Covid, là encore, beaucoup de boîtes n'ont pas pu faire du télétravail parce qu'ils ne sont pas digitalisés. Parce que finalement, ils ne pouvaient pas parce que le réseau ne permettait pas, les PC étaient fixes, la messagerie n'était pas accessible depuis l'extérieur. Et du coup, on se retrouve du jour au lendemain à devoir travailler de chez soi. Et finalement, même en interne, on n'arrive pas à faire. Donc, les utilisateurs, dans ce cas, sans les employés. Moi, je suis patron d'entreprise, je dois penser à mes employés qui sont mes clients, qui doivent travailler, avec lesquels je dois résoudre un problème. Je dois leur, c'est assez clair, je dois leur résoudre, de donner des PC portables pour bosser de chez eux. Je dois, par exemple, faire en sorte que ma messagerie soit accessible de l'extérieur, que certaines, qu'on trouve un moyen de faire des conférences, c'est là où Zoom a fait explosion, etc., etc. Donc, ça démarre tout le temps par une problématique. Et la résolution peut être digitale, tout comme elle peut être, normale, peut être classique, process, sous-traitance ou autre. Il y a un Absolument. exemple de digitalisation là qui nous sauve un peu la vie, c'est le fait de demander les extraits d'actes de naissance. Ben là, maintenant, tu peux aller en ligne, tu demandes et tu le reçois par poste ou bien un livreur te les ramène sans devoir aller à ta ville natale, faire la demande Fumokata, attendre des jours puis revenir pour les récupérer. Là, maintenant, on n'a plus ce problème. Tu le fais en ligne et tu récupères, enfin, on t'envoie par poste tes extraits d'actes de naissance. Ça, c'est un exemple. Merci, Covid. Merci, Covid. Il Il y a une question au niveau de questions et réponses. Ouais, alors cette question-là, donc, quels sont vos conseils aux étudiants qui souhaitent bâtir des carrières dans les métiers de l'agile? Forme-toi Soyez des déjà. passionnés. Ouais. Mais il faut que ça s'intéresse. Après, les métiers de l'agile, il y en a plusieurs. On verra ça dans le programme de formation. Il y a plusieurs métiers qui sont dans l'écosystème de l'agilité. Mais la meilleure façon déjà, c'est à la fois soit de s'auto-former, soit de passer par un centre de formation. Mais déjà, en auto-formation, tu trouveras beaucoup de matières. Ensuite, c'est essayer de… Alors, c'est difficile ce que je vais dire, mais il faut se faire des premières expériences, en fait. Il faut essayer d'engranger de l'expérience, que ce soit en milieu associatif, que ce soit en entreprise, que ce soit en stage, mais se rapprocher d'endroits, d'écosystèmes où tu pourras évoluer et goûter à ce que c'est que les pratiques agiles, parce que c'est des métiers qui sont nouveaux. Il y a encore 5 ans, on n'en parlait pas. Il y a eu la grosse mode, la grande mode de l'agile et passer des certifs Scrum Master, etc., qui ont fleuri très vite, très rapidement ces 2-3 dernières années. Mais ça ne suffit pas. La certification, ça ne suffit pas. C'est vraiment une question de mindset. Donc, pour bâtir des carrières dans les métiers de l'agile, déjà, il faut être passionné, comme l'a dit Gillian, c'est très vrai. Il faut en avoir envie et il faut s'ouvrir sur le monde et aller voir ce qui se passe dans les organisations qui le pratiquent. En fait, le risque qu'il y a quand on s'oriente un peu vers ce monde digital, c'est qu'on se doit d'être passionné parce que ça bouge beaucoup, ça bouge tout le temps. Et Chaque donc, jour. l'apprentissage ne finit jamais. Donc, si tu n'as pas une passion qui te pousse tous les jours à ouvrir un bouquin, à lire 2-3 articles, à écouter un podcast ou à chercher l'information, tu n'es pas sorti de l'auberge, tu seras vite dépassé. C'est quelque chose qui bouge énormément. Donc, la passion d'abord et l'envie, etc. Ouais. Il y a une question. Il y a une autre question sur le chat. Oui. Quelles sont, par exemple, les solutions possibles
pour digitaliser une entreprise? Ah non, ça c'est... Non. Non, Comment une entreprise parvient-elle à installer l'agile et comment se fait la formation dans ce domaine? Alors, déjà, faut dire que, en fait, pas toutes les entreprises peuvent être agiles. C'est vrai que c'est la tendance, tout le monde cherche à être de plus en plus agile, mais il faut déjà analyser son appétence, c'est-à-dire la possibilité d'une entreprise à aller vers l'agilité. Il y a des entreprises dont la structure, dans la nature du produit, ne leur permet pas d'être agile et qui évoluent mieux dans un style de travail qui est en mode classique et non pas agile. Et du coup, pour pouvoir déjà aller vers l'agilité ou bien mieux améliorer son travail au quotidien sans pour autant être agile, déjà, faut se comprendre, faut se connaître. Et du coup, la majorité des équipes des entreprises se font accompagner par des coachs agiles qui viennent sur place, qui observent le terrain, qui travaillent avec les équipes, qui voient est-ce que ces équipes-là et cette entreprise a la capacité d'évoluer vers un mindset ou vers un état d'être agile, ou bien il y a d'autres philosophies qui peuvent être plus adaptées pour ces entreprises, comme par exemple le lean management, ou il y a énormément de méthodes, de philosophies qui peuvent convenir à une entreprise plutôt qu'à une autre. Après, voilà, ce coach agile, une fois qu'il est sûr que cette entreprise pourra très bien évoluer vers l'agilité, ben, il lui donne des formations, il coach les différentes personnes et les différents rôles pour mieux s'approprier les valeurs, pour connaître tous les outils et toutes les pratiques possibles qui leur permettent de mieux s'inscrire dans l'agile. Et voilà. Absolument. Et la deuxième partie de la question, c'est comment se fait la formation. Voilà, Gilles l'a dit. Soit c'est du coaching, soit c'est des centres de formation spécialisés, soit c'est de l'auto-formation, de la recherche personnelle. Ouais. Ou alors des partenariats avec CGEM et Maltem Africa. On va vous donner des formations en agile dans les semaines qui viennent. Voilà. Ok, les amis, avez-vous d'autres questions? J'ai une dernière question, si vous le permettez. Bien sûr. Ouais. En fait, ma question maintenant, elle est par rapport au job consultant en digital. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour être un consultant digital, il faut avoir un background dans tout ce qui est digital ou justement, on a besoin juste d'un esprit analytique Ça voilà. dépend ce que tu vas faire. Parce que consultant digital, c'est très vaste. Moi, écoute, je partage une anecdote personnelle. Je suis arrivé au Maroc il y a 3 ans, d'accord, pour commencer à travailler dans ce secteur. Je le faisais avant, bien sûr, mais au Maroc, ça fait 3 ans que je suis là. Donc, j'ai vu beaucoup d'entreprises et d'agences de conseil qui disaient agence de conseil digital. Mais en fait, ce qu'elles faisaient, c'était le volet uniquement marketing ou communication et graphisme. D'accord? Donc, certes, c'est du digital, mais c'est qu'un tout petit bout du digital. Là, on a vu ce soir, il y a dans le digital, en tout cas dans la transformation digitale, on voit bien qu'on passe depuis tout ce qui touche au client final, donc la partie market, la partie com, la partie organisation d'entreprise, la partie processus, la partie informatique, la partie stratégie informatique. Donc, quand tu dis consultant digital, à quoi est-ce que tu penses plutôt à un volet en mode transformation, en mode technique ou en mode marketing? Plutôt au mode transformation. Ok. Bah là, donc, ouais, est-ce qu'il faut un background? Ouais, bah, c'est toujours bien. Maintenant, quand on débute, quand on est étudiant, bah, c'est grâce à des stages bien ciblés qu'on pourra déjà gagner quelques mois d'expérience qui permettront d'intégrer ces sujets-là. Et après, il faut voir en fonction de... Mais oui, avec un bon esprit d'analyse, du bon sens et de la passion, déjà, tu peux faire beaucoup de choses. Parce que c'est encore un métier qui est nouveau. Donc, il y a beaucoup de métiers nouveaux et les métiers d'aujourd'hui, on ne les connaissait pas il y a 5 ans. Et dans 5 ans, les métiers, il y en a qu'on ne connaît pas encore. Donc, si tu as un bon sens de l'analyse, de la passion, de la logique et de l'empathie, il faut beaucoup d'empathie aussi, je dirais, dans le nouveau digital, en tout cas. Si tu as tout ça avec toi, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas, au contraire. Merci beaucoup. Je t'en prie. Il y a une question. Alors, où peut-on positionner le data mining dans le data refining? Est-ce qu'il fait partie du processus de visualisation? Je réponds rapidement, non.
Le data mining, non. Merci pour ta réponse. Le data vise, Pardon. Il y a une question avant. Ouais. Le point de départ, c'est toujours c'est quoi le besoin? Et je t'offre. C'est presque ça. Ça aide à poser la question. Le point de départ, c'est toujours c'est quoi le besoin? Oui, à 80%. La question de départ, c'est quoi le problème? Voilà. C'est plus ça. Je vais donner un exemple. Si je te dis donne-moi une couverture, tu vas essayer de trouver une couverture et tu vas peut-être pas en trouver et tu vas pas répondre à mon besoin. Et tu penses que mon besoin, c'est que je veux une couverture. Par contre, si tu me poses comme question pourquoi tu veux une couverture, et si je te réponds, en fait, j'ai froid. Ah, ok, ton besoin, c'est parce que tu as froid. Donc, ton besoin, c'est de te réchauffer. Ce n'est pas une couverture. Alors, même si je n'ai pas de couverture, je vais trouver une alternative. Je vais t'amener un manteau, par exemple. Voilà la subtilité entre besoin et problème. Donc, la première question, c'est quoi le problème? Il y a des techniques pour trouver les vrais problèmes racines. Et une fois qu'on a trouvé le problème racine, alors on peut formaliser le besoin et après, on peut penser à la solution. Il faut toujours commencer par le why. Voilà. Start with the why. C'est un bon livre au passage. Start with why. Ouais. Avez-vous d'autres questions? Je n'en vois pas arriver pour l'instant. Zénab, est-ce que tu veux le mot de la fin? J'aimerais bien vous remercier en fait pour cet échange très riche en informations. J'avoue qu'à titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses. J'imagine aussi que les juniors entrepreneurs, qu'ils soient d'un background IT ou pas. Et puis, je saisis aussi l'opportunité pour vous remercier au nom de la CJUM pour le programme d'accompagnement que vous allez dédier à nos juniors entrepreneurs bénéficiants. Ça serait vraiment une très, très bonne opportunité pour les juniors entrepreneurs pour en apprendre de nouvelles notions parce que c'est une culture, j'imagine, qui est très nouvelle à nous tous. Et puis, voilà, merci déjà pour ces 2 heures passées et que vous avez, dans lesquelles vous aviez en fait expliqué diverses notions et dans lesquelles vous avez expliqué des choses qui nous sont très, très nouvelles, j'imagine. Et puis voilà, à vous la parole de fin si vous en voulez. Ok, ce sera tout simplement merci. Merci de l'invitation, merci de votre présence. Et merci en fait d'avoir. Ça fait plaisir qu'on puisse partager ça avec des jeunes, surtout s'ils sont plus en mode junior entrepreneur, des jeunes étudiants au Maroc. Parce que Dieu sait qu'il y a de quoi faire, il y a du boulot pour digitaliser la société, digitaliser les entreprises, pas juste pour se faire plaisir sur la techno, mais pour nous faciliter la vie au quotidien. L'exemple, par exemple, de pouvoir retirer un état civil sur Internet, c'est tout bête, mais enfin, ça paraît tout bête aujourd'hui en 2020, mais je sais que c'était une vraie souffrance jusqu'il y a encore pas très longtemps. Donc, il y a du boulot, les amis, dans le royaume. Il y a des choses à faire en Afrique aussi, enfin, dans l'international, bien sûr, mais surtout sur les zones qui sont en plein développement. Et de voir que des jeunes s'intéressent à ça et qui dédient un samedi soir pour partager avec nous ce que c'est que la transformation digitale, nous, ça nous fait plaisir. Ça nous dit aussi qu'on ne bosse pas pour rien, qu'il y a des choses à transmettre. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir démarrer le cycle de formation avec vous et de partager tout ça. Et puis, en espérant que peut-être dans, je sais pas, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, quand vous serez en poste, quand vous serez dans votre boîte, vous serez entrepreneur, un jour, vous vous direz, mais oui, je me rappelle. Gian, elle m'avait dit ça, Badr, il avait dit ça, Hitam aussi. Mais ouais, voilà, c'est ça, en fait, ça m'a servi. Donc voilà, nous, on espère que ce qu'on vous a donné, ça vous donne un peu de concret. On ira plus loin dans les sessions de formation. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end, reposez-vous bien. Pour ceux qui ont des examens, bonne chance, on croise les doigts. Et puis prenez soin de vous, bonne santé à vous et vos familles, et à très bientôt. Voilà. À bientôt. À très bientôt. Salut. Bye bye. Bye bye.